Alors que je ne le connaissais pas encore, je sortais du lycée. Sur mon dos, j'avais mon sac Osaka, noir, et j'avais des baskets rouges. J'avais des baskets Nike rouges avec des lacets blancs. Je portais un jeans noir, un t-shirt blanc et un sweat gris. J'avais mes clés de voiture en main avec lesquelles je jouais, et j'étais parti pour pouvoir aller chercher ma voiture. Sur le côté, j'ai vu une petite Polo GT sur le côté, qui était garée, juste en dessous d'un arbre, ce vieil arbre en dessous duquel je vais souvent étudier. Je voyais cette Polo, cette petite voiture en dessous de ce vieil arbre, et il y avait cet étudiant, des cheveux blonds dans lesquels les reflets du soleil allaient s'y poser. Il était en train de prendre des photos de lui et des photos de son entourage un petit peu partout. Il prenait ces photos qu'il avait prises de lui et les envoyait à un contact. Enfin, du moins, c'est ce que je pouvais apercevoir, voir. C'est ce que je pouvais penser de ce qu'il faisait. Il prenait des photos de lui. J'ai couru vers lui sans même savoir qui il était. Je l'ai embrassé et avec son GSM que je lui ai enlevé des mains, j'ai pris une photo de nous deux. Là, je l'ai embrassé. Quand je lui ai rendu son GSM, il y avait une photo de nous deux nous embrassant. Il m'a regardé et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il a dit qu'il voulait faire chier son ex, le plus possible en envoyant des photos de lui, pour lui prouver le plus possible qu'il s'amusait sans lui, qu'il s'amusait avec ses amis, avec ses copains, ses copines, qu'il s'amusait bien sans lui, qu'il s'amusait avec sa voiture, qu'il s'amusait tout seul. Moi, j'ai couru vers lui et par surprise, je l'ai embrassé. En prenant cette photo de nous deux, je lui ai rendu son GSM, je l'ai regardé en lui faisant un clin d'œil. Je lui ai dit « Tiens, si tu veux vraiment emmerder ton ex, envoie ces photos. » Je suis parti de la même manière, en chipotant avec mes clés de voiture, je suis parti de la même manière. Il m'a rejoint, m'a pris par l'épaule et m'a tourné vers lui. Il m'a embrassé encore une fois en posant sa main dans mon cou et dans ma nuque, en mettant sa main sur mes côtes ensuite et en mettant sa main dans mon dos. Il m'a pris contre lui et il m'a dit que ça ne lui avait pas été désagréable. Au contraire, il m'a dit qu'il avait bien aimé. Il m'a dit son nom et a dit qu'il s'appelait Taylor. Moi, j'ai dit que je m'appelais Misha. À ma voiture, alors que j'étais prêt à mettre mes clés dans la portière et à ouvrir la porte, je l'ai regardé. Il est venu et il a pris ma main. Je me suis appuyé contre ma voiture à moi, et je lui ai dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit tu veux pas qu'on parte, qu'on aille faire quelque chose à deux? Finalement, au moment où il m'a demandé ça, il était vrai que je n'avais pas grand-chose à faire, à part rentrer chez moi. Je n'avais pas grand-chose à faire. J'ai pris mon sac sur mon dos, un sac Osaka noir, un sac de montagne. Là, j'ai pris à l'intérieur mes cours que j'ai rangés correctement. Et une boisson que j'avais mis à l'intérieur. Je l'ai ouverte et je lui ai demandé s'il en voulait un peu lorsque j'ai bu. Il m'a regardé et il a dit « Ouais, pourquoi pas ?» Et on est parti. Je lui ai ouvert la portière du côté passager. Il s'est installé. Quand il s'est installé, j'ai démarré. Sur la route, je lui ai demandé en quoi il était. En chimie, en maths ou alors en français. Je lui ai demandé quel cours, quelle section il avait choisi à l'école. Finalement, au lycée, il m'a dit qu'il avait choisi la section maths, la section français et la section chimie. On avait deux cours en commun, maths et français. Les deux seuls cours qu'on avait en commun. Les deux seuls cours qui étaient surtout les plus connus. Il m'a alors raconté tout ce qu'il avait fait de sa journée et on a commencé à parler. On a commencé à parler de ce qu'on faisait de nos journées. Je lui disais que souvent, moi, j'allais près des distributeurs. Je m'y installais entre les deux, entre les distributeurs de boissons et de nourriture, et j'attendais près d'eux. Et j'attendais là entre les tables et les distributeurs, je faisais mes devoirs. Je sortais mes cahiers de mon sac et je m'y installais au calme, là où il n'y a personne. Lui, il me disait qu'il restait dans les couloirs, assis juste à côté de son casier, un petit peu comme un veilleur. Il faisait la même chose que moi. Rien de particulier, rien de très énorme et très particulier. Il attendait la prochaine sonnerie
Comme un veilleur, par terre, assis dans les couloirs, il était occupé. Il était occupé à faire ses devoirs ou alors à réviser pour le prochain examen. Durant tout le trajet, on a parlé de ça, de ce qu'on faisait à l'école. Une fois qu'on est arrivé chez moi, je lui ai ouvert la porte de l'appartement. On est monté et directement sur lui, mon chien, ma chienne, Nara, lui a sauté dessus et a commencé à aboyer. Je lui ai dit stop et en claquant des doigts, elle s'est assise. Je lui ai alors caressé l'oreille, je me suis mise à côté d'elle. Je l'ai nourri en disant un instant à Taylor. Il a attendu et s'est assis sur le fauteuil. On a parlé et j'ai apporté 2 sodas pour qu'on puisse parler ensemble. Il était bon de voir et de savoir qu'un autre élève comme moi était aussi introverti et avait le temps de rester seul. Quand on était à 2 sur le fauteuil, je lui ai posé une seule question, mais j'ai regardé son regard et sa manière d'agir quand je lui ai posé cette question. J'ai eu l'impression que ça l'avait dérangé. Avec ses doigts, il était en train de chipoter avec le bout de ses ongles, et j'ai vu qu'il chipotait entre ses doigts. Je me suis dit que c'était certainement un tic nerveux, mais rien de plus. Quand je lui ai posé cette question, j'ai eu l'impression que ça l'a dérangé. Il était bon de savoir qu'un autre élève comme moi avait une attitude introvertie. Il était bon de savoir que cet élève voulait rester seul et ne voulait pas se créer un groupe. Moi, tout ce que je voulais, c'était avoir de la compagnie. Tout ce que je voulais, c'était trouver quelqu'un, peut-être 1 ou 2 personnes qui veulent traîner avec moi. Je lui ai alors posé cette question, je l'ai regardé, et assis à côté de lui, je lui ai dit « Tu as toujours eu les cheveux aussi blancs ?» Il m'a regardé et a secoué ses cheveux un petit peu. Il a secoué ses cheveux avec sa main dans ses cheveux, et a dit « C'est pas du blanc, c'est du blanc platine. » Je me suis rapproché de lui et j'ai dit « Ouais, moi quand même. » En posant ma main sur sa main qui était sur sa jambe, j'ai dit « Oui, mais quand même, c'est assez clair. T'as toujours eu les cheveux comme ça ou alors c'est une teinture ?» Il m'a regardé, a repassé sa main dans les cheveux et finalement a regardé la télé éteinte, un grand écran plat sur le mur. Il m'a dit « Dis, tu veux pas qu'on allume la télé plutôt ?» J'ai regardé la télé et la télécommande qui était juste en dessous. Je lui ai dit « Tu veux pas plutôt qu'on fasse autre chose? Je sais pas, la télé c'est assez basique. » Je l'ai emmené dans ma chambre et on a commencé à parler. Il était du côté de ma chambre, près de la fenêtre. Il me regardait et il m'a dit « T'as toujours vécu ici ?» J'ai regardé tout autour de ma chambre. Le panier de mon chien qui était près du radiateur. Le panier de mon chien qui était près du radiateur qui était froid et éteint, que j'avais bougé juste en dessous de mon bureau, juste en dessous de ma chaise de bureau. Elle s'était posée là, elle s'était endormie. Et j'ai dit oui, toute ma vie. Ça fait depuis mes 14 ans que j'ai mon chien. Elle s'appelle Nara. Je lui ai demandé de venir et j'ai juste claqué les doigts et elle est arrivée. Finalement, on a parlé de pas grand-chose, de tout et rien. De tout et rien, on a discuté. Moi, j'étais près de ma chienne. Au bout de mon lit. Lui était contre le mur, au bout de mon lit, là où il y avait mes posters qui étaient collés contre le mur, avec du papier collant, mes posters contre le mur. Il était de ce côté-là. Il était aussi près de ma table de chevet, là où j'avais une lampe en néon qui était contre le mur aussi. Une grande lampe en néon qui était contre le mur. Et juste à côté, j'avais une autre petite lampe. Une petite lampe, elle, qui était juste une petite lampe LED que je pouvais accrocher au bord de mon lit, que je pouvais accrocher au squelette de mon lit en bois. Ça sentait le bois verni, et ça sentait le bois poncé, comme dans une menuiserie un petit peu, cette odeur agréable qu'on a comme à l'intérieur d'une menuiserie. On a parlé de tout et rien pendant longtemps. Pendant longtemps, on a parlé de tout et rien, jusqu'à ce que finalement je sorte de mon sac mes devoirs. Lui avait pris son sac avec lui et a été le chercher finalement dans sa voiture. Quand il est remonté aussi vite qu'il est descendu, car j'habitais à un étage au-dessus, mais je n'habitais pas vraiment haut. J'habitais plutôt au 2e ou au 3e, au 4e ou au 5e. Donc il n'y avait que quelques étages à franchir
et il n'y avait que quelques escaliers à franchir. Il n'y avait que quelques escaliers à gravir, il n'y avait que quelques cages d'escaliers à franchir. J'habitais au 3e ou au 4e. Je n'habitais pas très haut. Quand il est revenu, il a ouvert son sac et finalement on s'est posés tous les deux l'un à côté de l'autre. Ça a été notre premier baiser. Ça a été notre premier baiser, si on ignore celui qu'il y a eu devant sa voiture. Si on ignore celui qu'il y a eu devant sa voiture que j'ai fait juste pour le fun, il m'a regardé, on a commencé à écrire tous les deux. C'était marrant parce que j'écrivais de la main droite, tandis que lui, il écrivait de la main gauche. C'était un petit peu comme si l'un et l'autre, on écrivait pour l'autre. C'était comme si moi je guidais sa main et que lui guidait ma main. J'écrivais de la main droite et lui de la main gauche. J'ai alors pensé à cette phrase un peu cucu, un peu nunuche que tout le monde dit, les opposés s'attirent. J'écrivais de la main droite et alors finalement je venais corriger sur sa feuille. Et il me regardait un peu bizarrement parce que je corrigeais tout ce qu'il avait écrit à la main droite. Je corrigeais tout ce qu'il avait écrit à la main gauche, je le corrigeais à la main droite. Tout ce que lui avait écrit à la main gauche, il venait le corriger sur ma feuille à la main gauche, alors que moi j'avais écrit à la main droite. On était en train de parler de nos différences, de nos attachements à certaines choses, comme par exemple moi à mon chien, comme par exemple lui à son ex, il ne sait pas se défaire de cette relation, alors je lui ai donné plusieurs conseils, comme par exemple oublier, ou alors tout simplement essayer de tourner la page. Essayer de s'accrocher à quelqu'un qu'il vient de rencontrer, par exemple. J'étais en train de faire allusion à moi, je ne vais pas le cacher. Je ne vais pas le cacher, j'étais en train de faire allusion à moi. Je me suis rapproché de lui, et finalement il a passé sa main dans mon cou et m'a embrassé. Ce jour-là, ça a été notre premier baiser. Quand ma mère est rentrée, je lui ai dit de venir. Il est venu avec moi, je lui ai tenu la main. Je lui ai dit « Allez, lève-toi ». Il s'est levé de mon lit et on est allé dans le salon. Ma mère m'a regardé et m'a demandé qui c'était. Je lui ai dit « Je te présente Taylor. Je l'ai rencontré à l'école. » De manière un petit peu absurde. De manière un petit peu absurde et de manière très peu commune, je l'ai rencontré à l'école. Taylor m'a regardé avec un sourire en coin, un petit peu comme s'il avait envie de rire. Moi aussi. Il était vrai que ce n'est pas toujours qu'on dit à sa mère « J'ai rencontré un garçon » de manière très peu commune. Ce n'est pas toujours qu'on dit ce genre de choses. Ma mère devait certainement se poser des questions. Elle était derrière le bar de la cuisine. Tout de suite, elle a sorti une carafe d'eau et 2 verres. Un verre pour moi, un verre pour elle et un verre pour Taylor ensuite qu'elle a sorti peu de temps après. Elle l'a regardé et m'a demandé à moi et ensuite à lui « Alors, les garçons, racontez-moi un peu comment vous êtes connus. » J'avais envie de dire rien de bien basique, mais il était vrai que c'était plutôt une rencontre qui était peu commune et anormale. Alors je ne pouvais pas dire rien de bien basique. J'ai regardé ma mère et j'ai dit « Oh, tu sais, comme dans tous les contes de fées, un garçon voit un garçon, l'autre garçon voit le garçon, et tous les deux tombent amoureux. Ensuite ils se parlent et l'un des 2 garçons ramène l'autre garçon chez lui. Ma mère m'a regardé et m'a dit « Non, sérieusement », en haussant les épaules. Et là, on lui a raconté réellement ce qui s'était passé, ce que j'avais fait, et la photo qu'il avait envoyée à son ex grâce au baiser que je lui ai fait en le prenant par surprise. Ma mère nous a regardés tous les deux, un petit peu comme si elle était bouche bée, mais pas vraiment. Mais c'était la pure réalité. J'étais couché sur mon lit, avec une main sur mon jeans, sur la poche de mon jeans. Pour être honnête, j'étais couché sur mon lit, mais à l'envers. Ma tête était couchée du côté où je mettais mes jambes, et mes jambes étaient sur mon coussin. J'avais une main qui était posée sur mon jeans, sur la poche de mon jeans, et je pouvais sentir mon portefeuille, et je pouvais sentir aussi mon GSM. Je me suis relevé et je me suis mis contre le mur, avec mon téléphone. Avec mon téléphone, je me suis mis contre le mur, et j'ai alors composé un numéro. J'ai composé un numéro dans mes contacts, et j'ai envoyé un message à Taylor qui m'avait donné son numéro sur une simple feuille de papier qu'il avait déchirée. Une feuille de papier qu'il avait déchirée. Cette feuille de papier qu'il avait déchirée dans son journal. Dans son journal, il avait déchiré cette feuille. Il avait écrit son numéro
avec un crayon et il me l'avait rendu. Je l'ai pris et j'étais en train de composer son numéro. Je lui ai envoyé un message, je ne voulais pas l'appeler ou le déranger. Je lui ai demandé où est-ce qu'il habitait. Il m'a dit qu'il habitait à Soho, à Manhattan. J'ai pris mon PC tout de suite, je l'ai mis à côté de moi. Il était vrai que ça faisait une sacrée trotte. Ça faisait une sacrée trotte, mais je pense que si je prenais la voiture de ma mère, ça allait aller. Ça allait aller si je prenais la voiture de ma mère, qui était un sacré SUV, un SUV plutôt gros. Alors j'ai envoyé un message et je lui ai demandé où est-ce qu'il travaillait, ou alors où est-ce qu'il habitait. Encore une fois, il m'a répondu la même chose, qu'il habitait à Soho. Il m'a répondu la même chose, qu'il habitait à Soho dans un petit appartement pour une personne, et il m'a dit qu'il travaillait dans un bar qui était complètement dégradé, qui était complètement délabré, un ancien pub anglais. Il m'a envoyé la photo de quand ce pub anglais était encore luxueux. Il m'a envoyé la photo de ce pub anglais qui était encore luxueux. À peine que j'étais en train de lui écrire, il a fait une photo de lui, un selfie, avec son essuie sur l'épaule et avec un verre en main, un verre qu'il était en train de laver. Je voyais alors comment il était derrière le bar, et il m'a fait ce selfie et il me l'a envoyé. Il me l'a envoyé, je l'ai regardé, et je lui ai dit qu'il était beau. Il a répondu 3 cœurs, et ensuite m'a envoyé les coordonnées, m'a envoyé l'adresse. Il m'a envoyé les coordonnées, m'a envoyé l'adresse. Je suis arrivé dans le salon, et ma mère m'a demandé où est-ce que tu vas. Je me suis retourné en lui demandant qu'est-ce qui te fait dire que je vais quelque part. Elle m'a regardé de haut en bas, elle m'a dit t'as mis des chaussures classe, t'as mis un jeans que t'aimes bien, t'as mis un t-shirt blanc, un sweat à capuche, comme tu t'habilles quand tu vas au lycée, comme tu t'habilles quand tu sors. Il était vrai qu'elle avait raison. J'avais mis un t-shirt plutôt classe et j'avais mis un jeans noir d'une couleur que j'aime bien, le noir. J'avais mis un jeans noir et j'avais mis des baskets qui étaient vertes. J'avais mis des baskets vertes foncées et rouges. Quand j'avais mis ces baskets des Adidas, je suis parti. Je suis parti avec ces Adidas vertes et rouges. Quand je suis parti avec ces Adidas vertes et rouges avec une semelle blanche et aussi avec des lacets bruns. Des lacets bruns qui étaient tressés noirs. Je suis parti avec ces chaussures. J'ai ouvert la porte et je lui ai dit que j'en avais pas pour longtemps. Je rentrais. Je rentrais bientôt, peut-être ce soir ou alors pendant la nuit. Elle m'a regardé et a dit que ce n'était pas un souci, que le couvre-feu se terminait à 1h du matin. Je suis arrivé alors devant l'enseigne du vieux pub. Quand je suis arrivé devant l'enseigne du vieux pub, ce vieux pub anglais, en effet, il était complètement dégradé, complètement délabré, à l'abandon presque. Quand je suis rentré, il y avait toute une salle vide, mais avec des grandes tables où on pouvait s'asseoir et boire un verre. Il y avait une barman qui m'a accueilli, avec des tresses sur le côté et des longs cheveux. Elle m'a regardé. Ses cheveux tressés sur le côté et ses longs cheveux qui tombaient du côté droit. Et tressés du côté gauche, elle m'a regardé. Elle avait un eyeliner noir très fort qui faisait. Elle avait un eyeliner noir très fort qui affinait ses yeux très fort aussi. Et elle avait surtout un teint très noir sur son visage et une peau typée métisse. Elle m'a regardé, elle levait les yeux. Elle m'a demandé si elle pouvait m'offrir un verre, et je lui ai dit que je cherchais Taylor. Elle m'a indiqué la salle en bas, et je suis descendu. À la salle, je me suis assis. Taylor est arrivé, comme sur la photo, avec ses cheveux blonds, son essuie sur l'épaule, la moitié de son t-shirt trempé, car son essuie était mouillé, un verre à la main, en train de l'astiquer et de le nettoyer. Et là, il m'a servi un verre. Il m'a dit « Je te sers quelque chose ?» J'ai dit « Surprends-moi ». Et il m'a dit, en se retournant et en prenant les bouteilles, il m'a dit « Je te jure que je fais les meilleurs alcools que tu puisses boire. » Il a alors commencé à faire un alcool et me l'a offert et me l'a mis juste devant ma main. Je l'ai prise, j'ai bu et je l'ai regardé. Je n'ai rien dit. Et elle m'a dit « Alors ?» À ce moment-là, j'ai dit que mon silence ne voulait pas dire que ce n'était pas bon.
J'étais en train de réfléchir, jusqu'à ce qu'un jeune homme de corpulence un peu plus grande que la mienne vienne s'asseoir au bar aussi. Je l'ai regardé, je l'ai observé, mais j'ai continué à boire mon verre, sans faire attention qu'il soit là, même si je l'avais regardé en faisant attention qu'il était juste assis à côté de moi. À ce moment-là, c'était Laure qui est allé juste en face de lui. Il lui a posé une question et lui a demandé ce qu'il voulait boire. Il a commandé un Manhattan, un simple verre, un Manhattan. Quand il a commandé un simple Manhattan, j'ai vu alors Taylor se mettre en route pour le préparer, sortir les bouteilles d'alcool, le préparer et le poser dans un verre. Un verre qui n'était pas aussi grand que dans lequel on sert un Manhattan. Les Manhattans sont d'habitude servis dans des grands verres qui ressemblent à des verres à vin plutôt plats. Là, il l'avait servi dans un petit verre à whisky, plutôt petit, plutôt comme un cylindre et assez difforme. Vu l'espace qu'il y avait tout autour du bar et la manière dont il était décoré, ces verres difformes, ronds comme un cylindre, et plutôt petits, allaient parfaitement et collaient parfaitement à la description du bar, à la description physique et à la manière dont il était décoré. Il lui a servi ce Manhattan, a pris un couteau et a alors coupé une cerise qu'il a plongée dans le verre. Il lui a servi. Et j'ai regardé ce verre déformé qui prenait exactement la forme de la main quand on le prenait en main. Et j'ai vu qu'il est resté neutre comme moi. Il n'a rien dit. Taylor, je ne sais pas s'il attendait qu'on dise quelque chose de ces alcools qu'il fait. Je ne sais pas s'il attendait qu'on dise quelque chose, qu'on fasse une remarque des alcools qu'il préparait, qu'il nous servait, mais on ne disait rien, on restait silencieux. Lui aussi n'avait peut-être rien à dire, mais Taylor lui a demandé « Alors, ça vous plaît ?» Et finalement, il n'a rien dit non plus. Il est resté là et a changé de 2 rangées. Il a changé de 2 rangées et s'est assis un peu plus près de moi. Je ne sais pas s'il voulait parler avec moi, je l'ignorais. Mais Taylor a continué à me demander si je voulais boire quelque chose d'autre. C'était son métier. C'était son métier, faire des alcools et servir les personnes qui viennent s'asseoir au bar juste en face de lui. J'étais venu boire un verre. Mais surtout, plus qu'autre chose, j'étais venu voir Taylor. J'étais venu voir Taylor que je ne connaissais que depuis quelques jours. Plus qu'autre chose, c'était lui que je voulais voir. Alors c'est vrai, je ne l'ai pas attachée. Elle marchait partout par terre, entre les tabourets et les chaises, entre les tables. Dans la salle en bas, elle marchait, et je l'entendais. Je l'entendais marcher, partout, entre les tables, entre les tabourets. Même parfois, elle se mettait entre mes jambes. Parfois, elle allait gratter. Elle allait gratter contre le petit portail sur le côté, le petit portail en bois par lequel Taylor parfois passait pour pouvoir rejoindre les cuisines à l'arrière. Elle allait y gratter comme si elle voulait rentrer. Évidemment, de temps en temps, Taylor poussait le portail, alors elle se repoussait elle-même. Elle se repoussait elle-même, elle partait, elle allait au fond de la pièce et ensuite elle revenait. Elle revenait près de moi. Il suffisait que je claque des doigts ou alors que je frappe des mains, que ce soit contre le tabouret ou alors contre le bar. Il suffisait que je fasse ça et elle revenait. Elle rappliquait tout de suite. Elle savait que quand je faisais ça, ça voulait dire que je l'appelais. Taylor, lui, était en train de regarder mon autorité envers elle. Pour moi, ce n'était pas vraiment de l'autorité, mais plus simplement lui dire qu'elle doit revenir, parce que je n'avais pas vraiment d'autorité envers elle. Je n'avais pas vraiment d'autorité envers elle, je l'avais juste dressée de manière à ce qu'elle puisse m'aimer. Et elle, je l'avais juste dressée de manière à ce qu'elle puisse m'aimer. Et elle, je lui avais juste fait comprendre que j'étais son... Je lui avais juste fait comprendre qu'elle pouvait m'aimer comme moi je pouvais l'aimer. Qu'elle pouvait m'aimer sans limite, qu'elle pouvait m'aimer comme elle le sentait. Que de temps en temps, elle pouvait prendre ses distances si elle en avait envie. Donc pour moi, ce n'était pas vraiment de l'autorité. Pour moi, c'était plus une sorte de relation avec mon chien, une relation énormément fusionnelle. Je ne l'ai pas expliqué à Taylor, je me suis dit que je lui expliquerai plus tard si notre relation commence à évoluer. Elle s'est alors assise juste à côté de ce garçon, avec une corpulence un peu plus grande que la mienne. Elle a commencé à gratter sur son tabouret.
Il s'en est rendu compte avec son GSM en main et faisait défiler des photos. Je ne regardais pas, évidemment. Je ne regardais pas, mais j'avais vu qu'il faisait défiler des photos avec son doigt sur l'écran de son GSM. Il était occupé à autre chose et à côté de lui avait un livre. Un livre, une énorme brique dont la couverture était noire. Il le lisait de temps à autre, prenait une page et alors reprenait un chapitre. Ou alors de temps en temps prenait son GSM. Il était occupé à écrire des messages et à regarder des photos qu'il faisait défiler. Certaines photos qu'il envoyait. Je me demandais de temps à autre s'il travaillait. Ou alors s'il parlait avec une amie, avec un copain. Je ne savais pas trop. Mais je le regardais et à un moment, j'ai vu Nara se lever, s'agripper à son fauteuil, s'agripper à son tabouret de bar et a commencé à gratter sur son jeans. Je lui ai dit que j'étais désolé, j'ai claqué des doigts pour qu'elle revienne, mais elle n'est pas revenue. Elle a commencé à lui gratter les jambes un petit peu plus. Un petit peu plus, elle a commencé à lui gratter les jambes. Lui, il s'est tourné et il a commencé à la caresser. J'ai vu qu'il a eu le réflexe que peu de personnes ont. Peu de personnes ont ce réflexe, mais j'ai vu qu'il a eu ce réflexe. D'abord, il a fait sentir sa main à ce chien, mon chien. Il lui a fait sentir sa main et j'ai vu qu'elle a baissé les oreilles. Elle s'est alors mise par terre et ensuite s'est relevée. Là, elle a posé ses pattes. Elle ne s'est plus mise à gratter son jeans. Elle a juste posé ses pattes contre lui et a commencé à le lécher le bout de sa main. Je suis venu près de lui. Je me suis déplacé d'un siège. Je me suis déplacé d'un tabouret et je lui ai dit « Excusez-moi, c'est ma chienne ». Il m'a regardé et a dit « Ne vous excusez pas ». Là, il m'a montré les photos qu'il faisait défiler et a dit que lui-même, il avait un chien aussi. Lui-même, il avait un chien, un berger allemand. J'ai dit que j'adorais cette race, mais que j'ai préféré avoir un berger. J'ai préféré avoir un berger malinois plutôt qu'un berger allemand. Mais il est vrai que j'avais hésité. J'avais hésité longtemps. Si j'avais eu un berger allemand, peut-être que... Là, j'ai commencé à lui parler et je lui ai dit si j'avais eu un berger allemand, peut-être que nos deux chiens auraient pu se rencontrer. On a commencé à parler, à échanger un verre. Taylor les préparait et parlait de temps en temps avec nous. On a commencé à se rencontrer. Et petit à petit, au fur et à mesure de la discussion, commençait à se former un triangle. Je me demandais si ce triangle qui commençait à se former, une relation entre Taylor, entre lui, il s'est présenté et a dit qu'il s'appelait Art. Il m'a montré des photos de son chien. Il est vrai que son berger allemand était beau. Il était plus noir que brun, ce qui lui donnait un aspect beaucoup plus classieux et beaucoup plus beau que les autres bergers allemands qu'on a l'habitude de connaître qui sont bruns plutôt que noirs. Celui-ci était plutôt noir, ce qu'on appelait les bergers allemands noirs. Je l'ai regardé et je lui ai demandé si c'était un mâle ou une femelle. Il m'a dit que c'était un mâle. Moi, j'ai dit que c'était une femelle. J'ai dit que c'était une femelle, et quand j'ai claqué des doigts, elle est revenue. Et là, je lui ai dit, tu peux la caresser si tu veux. Elle s'est remise alors à gratter contre son jeans. Et finalement, il l'a caressée. Quand il l'a caressée et qu'il lui avait déjà fait sentir sa main, et qu'elle l'avait apprivoisée, finalement, elle a pu la caresser. Je suis parti, j'ai été dehors, et je lui ai dit, viens, tu peux venir, et on a commencé à parler dehors. Je lui ai montré ma voiture, je lui ai dit que ma voiture n'était pas réellement ma voiture, mais celle de ma mère. On a parlé, et finalement, derrière nous, Taylor a fermé le bar. Il a fermé le bar, et finalement, il est arrivé et s'est mis dehors avec nous. À l'intérieur, c'était la femme qui avait en bas, à l'intérieur, c'était la femme qu'il y avait en bas, qui est montée et qui a pris la relève. On s'était mis dans une sorte de petit espace, juste en dessous, une sorte de petite cave, juste derrière l'immeuble. Une sorte de petite cave derrière l'immeuble qui sentait le pourri et la moisissure. C'était une sorte d'espace à l'air libre dans une cave qui nous procurait une sorte de petite terrasse sur laquelle on pouvait s'asseoir. Nos chiens n'avaient pas beaucoup de place, il était vrai que nos chiens n'avaient pas beaucoup de place. Parce que son chien est arrivé juste après. Juste après qu'il ait ouvert la porte de sa voiture, il a fait descendre son chien qu'il avait laissé dans la voiture. Je lui ai dit que moi, jamais je ne laisserai Nara dans ma voiture. Je n'ai pas envie de faire ça.
Je ne lui ai pas dit pourquoi, parce que je trouvais que les maîtres qui faisaient ça étaient soit stupides, soit complètement cons. Mais je lui ai dit que c'était quelque chose que je n'aimais pas trop faire avec elle. J'avais une relation fusionnelle. Quelque part, je lui ai menti, mais sans trop lui mentir. Je lui ai dit que j'avais une relation fusionnelle avec elle et qu'elle restait souvent avec moi. Que c'est pour ça que je ne voulais pas la laisser dans la voiture, pour ne pas briser ce genre de relation. Lui a dit qu'il avait une simple relation avec son chien, une relation de, une relation de je lance le bâton et il va chercher et il me le ramène. Ce genre de relation-là, quoi. Où ils vont au parc, il lance le bâton et il lui ramène. Moi, j'ai dit que ma relation était un peu plus forte avec elle. J'avais une relation vraiment où elle dormait avec moi, elle restait avec moi. Elle savait quand j'étais triste et quand j'étais heureux. Elle savait ce qu'il fallait que je fasse et elle me poussait à le faire. Une vraie relation fusionnelle. Il m'a regardé et m'a dit que c'était très mignon. Il m'a dit que c'était très mignon, que c'était adorable, et nos chiens n'avaient pas beaucoup de place, ce pourquoi ils se couraient l'un après l'autre, entre nos jambes. Nous trois, on était en train de parler, de discuter. Taylor s'est allumé une cigarette qu'on s'est échangée à trois. Finalement, ça ne nous dérangeait pas trop à tous les deux. Art, Art et moi, ça ne nous dérangeait pas trop à tous les deux d'échanger une cigarette qui venait tout droit de la bouche d'un inconnu. Tyler a fermé le bar. Mais le plus important avant de fermer le bar, pour lui, c'était d'aller changer. C'était le plus important pour lui, évidemment, et uniquement pour lui. Il est allé changer et a pris son sac. Il a pris son sac qui prenait toujours à son, il a pris son sac qui prenait toujours à son travail. Un sac, un sac comme les autres, un sac noir. Ce n'était pas son sac d'école, c'était un sac noir, normal, uniforme. Il l'a pris et à l'intérieur, il y avait des baskets simples, blanches, des baskets hautes, un jeans, une ceinture et un t-shirt de rechange, un t-shirt de rechange, un jean de secours et des baskets de secours, toutes neuves. Elles avaient l'air d'encore sentir le neuf et de sortir tout droit de leur boîte. Je l'ai vu alors retirer son t-shirt. Il avait une belle musculature, il avait un beau corps. Il, il avait un beau corps, je l'ai regardé un instant jusqu'à ce qu'il tourne la tête et qu'il me regarde avec un sourire en coin. Comme pour me dire, tu me regardes? Finalement, j'ai tourné la tête vers le mur. Il a changé son t-shirt et il était prêt. Il est passé devant moi, il est passé devant moi comme pour me provoquer. Mais finalement, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. J'ai juste souri et j'ai regardé son dos que j'admirais tant, que je trouvais tellement beau, ses épaules. Et finalement, en mettant son t-shirt, en mettant son jeans en mettant son jeans et en ayant fermé la boucle de son jeans, dans ses vestiaires, je me suis mis contre la porte. Je me suis mis contre la porte, contre le chambranle de la porte, et je lui ai dit, vous avez des vestiaires ici? En mettant son suite et une veste en mettant son suite et une veste en cuir. Et il m'a dit, oui, on a des vestiaires ici. C'est une longue histoire. Il a pris ses clés dans ses vestiaires, des vestiaires qui étaient, des vestiaires qui étaient juste en dessous d'une salle, en dessous de la cuisine. Il était vrai que dans les vestiaires, ça sentait un peu la nourriture, ça sentait un peu la bouffe. Ça sentait la bouffe un peu frite, ça sentait la bouffe frite, un peu cuite. Il a fermé la porte derrière lui et on est monté. On est monté avec Art et moi. Une fois qu'il est allé dehors, il s'est arrêté devant une voiture blanche. Il s'est arrêté devant une BMW blanche. Il a ouvert la portière. La voiture a alors clignoté. Les clignotants ont clignoté, derrière et devant. Quand les pare-feux ont clignoté, derrière et devant, il a ouvert la portière. Il a dit que c'était sa voiture. C'était une BMW X2. C'était une BMW X2 et il a ouvert la voiture. On est rentré, on s'est mis à l'arrière tous les deux. Et il nous a emmenés quelque part. Il nous a emmenés à un hôtel. Quand on est arrivé à cet hôtel, il a poussé les portes. Les portes, c'était des portes en papillon. C'était des portes en papillon. Quand on est rentré, on a regardé l'hôtel. Elle était sublime, couvert de dorures. Couvert de dorures et de peintures qui dataient certainement de l'époque du Christ. Des peintures énormes qui recouvraient tout un mur qui datait certainement de l'époque du Christ, de l'an 0 ou alors de l'an 0 ou alors de l'an avant Jésus-Christ. Toutes ces peintures sombres et peintes dans un clair obscur. Elles ornaient les murs avec des rideaux rouges.
Il y avait de grandes fenêtres teintées et une salle de restaurant sur le côté. Il y avait un long bar, qui était en train de longer tout le bord de la salle, tout le bord de la salle de restaurant. Ce long bar était en train de longer les murs, et il y avait plusieurs barman. Il y avait plusieurs barman et plusieurs barmaids qui étaient occupés à servir des verres, des cocktails de diverses couleurs, dans diverses verres différents, des grands verres, des verres à pied, ou alors des verres qui n'avaient pas de pied, juste des petits verres. Et ces femmes étaient en train de servir ces cocktails, ces hommes aussi. Il y avait des barman, des barmaids, et aussi, surtout, il y avait des serveurs et des serveuses qui parcouraient les tables et qui venaient déposer les plats. On était dans un vrai paradis. J'ai vu alors que Taylor s'est dirigé simplement vers la femme à l'accueil et a demandé une chambre d'hôtel. Il a demandé une chambre d'hôtel quand on est arrivé. Demandant une chambre d'hôtel, elle lui a donné tout de suite un numéro, 63. Quand il lui a donné la chambre 63, il est revenu vers nous et a dit c'est bon, on a la chambre d'hôtel. Et il la tenait au bout de son doigt, la numéro 63. Je l'ai regardé, Art l'a regardé, on l'a tous les deux regardé. Il était vrai qu'on n'avait pas de valise, donc on se demandait un peu qu'est-ce qu'on foutait là. On n'avait pas de valise. Il est monté et tout de suite on l'a suivi. J'ai haussé les épaules, j'ai regardé Art et j'ai dit bon après tout pourquoi pas. On l'a suivi, il a poussé la porte et quand on est arrivé c'était une suite présidentielle. Un certain sénateur ou une certaine sénatrice venait souvent ici avant d'aller parler devant les médias. On était dans une suite qui appartenait souvent aux sénateurs ou aux sénatrices des États-Unis. Avant de parler devant les médias, il venait ici, il passait un séjour ou une nuit et ensuite il descendait. Et souvent les assemblées se faisaient devant cet hôtel. Nous sommes restés là une nuit ou deux. On s'est installé, on a commencé à simplement mettre nos valises sur le côté. On a rangé nos affaires ensemble, dans une grande armoire. Ensuite, je me suis effondré sur le lit. Je me suis couché tout de suite, et rien qu'en regardant la fenêtre qui était fermée, les rideaux qui étaient fermés, rien qu'en regardant cette fenêtre, les rideaux qui étaient fermés et les lumières tamisées à l'intérieur, ça m'a donné envie de dormir. J'ai fermé les yeux et je me suis endormi. La seule chose que j'ai pu sentir, c'est Taylor qui est venu près de moi, et Art qui a tenu Taylor. Et j'ai senti la main de Taylor descendre tout doucement entre mes jambes près de mon jeans. Ensuite, j'ai senti sa main remonter au bas de mon ventre. C'est grâce à ça que je me suis réellement endormi. Je me suis réveillé quelques heures plus tard, il devait être minuit ou 23 heures. Je ne sais pas s'il avait comme idée derrière la tête de sortir, d'aller quelque part. Mais moi, je me disais que certainement, peut-être qu'il allait nous emmener encore dans un plan comme celui-ci. Mais je voulais rester dans cet hôtel. Hier soir, le toucher que m'a fait Taylor entre les jambes m'avait beaucoup plu. Je dois avouer que ça m'avait beaucoup plu, ça m'avait permis de m'endormir et de me sentir en sécurité. Non pas que je ne me sente pas en sécurité, mais ce soir-là, je m'étais beaucoup senti en sécurité près de lui, sentant la chaleur de son corps s'émaner près du mien. Quand on est descendu, Art et moi, on s'attendait à revoir cette salle de restaurant et ce bar. On s'attendait à revoir ces deux grands escaliers qui s'entrecroisent, les rideaux et les grandes peintures en clair-obscur de l'époque du Christ. On s'attendait à revoir ce genre de décoration. Mais quand on est descendu, c'est une toute autre décoration qu'on a vue. Déjà, il n'y avait aucun bruit. Il n'y avait personne. On est descendu et le bar était complètement vide, y compris une seule barmaid qui était occupée à laver un verre. Elle nous a regardé passer comme si elle ne savait pas qui on était, et ensuite, lorsqu'on se dirigeait vers la porte pour pouvoir sortir et rejoindre la voiture de Taylor, elle nous a appelés. Elle nous a appelés au bar, elle nous a demandé si on voulait boire quelque chose. Finalement, quand on s'est retourné, on a regardé les banquettes de 4. Et on a regardé aussi les poufs. Des poufs carrés, rectangulaires. Des poufs carrés rectangulaires un peu difformes qui étaient mises sur le côté, avec au-dessus, juste sur une table en verre,
il y avait une sorte de drap, de nappe blanche avec une sorte de drap doré. L'intérieur était complètement tamisé. Les lumières étaient tamisées, à n'en presque plus voir rien. On regardait l'intérieur de cet établissement, complètement noir, décoré avec du cuivre, décoré avec des couleurs un peu bronze foncé, avec du brun, du noir, avec des tableaux souvent uniformes qui représentent des énormes champs qui sont couverts de moissons pourries, ou alors des fruits pourris. J'ai regardé un petit peu la décoration de cet endroit. Je suis arrivé et je me suis mis juste dans la banquette, juste dans la longue banquette qui longeait le mur. Sur la longue banquette qui longeait le mur, avec des coussins rouges très foncés, presque de la couleur du sang. Je me suis assis là. Art est venu à côté de moi. Ensuite, c'est Taylor qui est allé voir la barman. Finalement, quand il est allé voir la barman, on s'est levé. On s'est levé aussi. Et moi, j'ai attendu un instant. J'ai attendu un instant devant cet endroit et j'ai regardé les énormes tableaux qui étaient accrochés très en haut. Ils étaient accrochés tout en haut, là où les rideaux étaient attachés, là où de longs rideaux étaient attachés et descendaient le long des fenêtres. J'ai regardé ces grands tableaux, comment est-ce qu'ils faisaient pour être si hauts? C'est d'ailleurs la première question que j'ai posée à la barmaid, qui m'a regardé et qui m'a demandé ce que je voulais boire. Encore une fois, j'ai répondu comme ce que j'avais dit à Taylor. Je lui ai dit « Surprenez-moi ». Elle nous a servi un alcool fort qu'elle a déposé devant nous. Cet alcool fort était transparent, un peu comme de la tequila ou de la vodka, servi dans un verre ovale, qui n'était pas difforme comme les fauteuils. Ce verre était juste rond, un rond parfait. Au-dessus, elle a fait passer une sorte de fumée, et puis elle a apporté un briquet. Je l'ai regardé et j'ai dit « Oh, c'est pourquoi faire ça ?» Elle a alors posé le briquet juste au-dessus de cette fumée, et le verre a pris feu. Enfin, le liquide qu'il y avait à l'intérieur. L'alcool a commencé à prendre feu, mais la flamme s'est éteinte tout de suite après. Elle nous a regardés, elle a dit « Et voilà, vous pouvez boire ». Ensuite, on a bu, mais bon, c'est vrai que la flamme qui était apparue était plutôt grande. Donc, on a bu ensuite, on est resté là, on a demandé pourquoi est-ce qu'il y avait personne. Parce que lorsque nous sommes rentrés dans l'autre bâtiment, il y avait plein de monde. Même une salle au restaurant bondée par plein de personnes, des femmes habillées en rouge, des femmes qui étaient habillées avec des robes sirènes, avec du mascara, de l'eyeliner, voire même des femmes qui souvent avaient des décolletés plongeants et des décolletés cheminés, ou alors des décolletés en V. Des hommes qui souvent étaient des hommes d'affaires, de riches hommes d'affaires assez vieux, qui étaient en train de parler entre eux à de grandes tables. Elle a levé les yeux, haussé les épaules, a regardé les tableaux au mur et a dit « Oui, il est vrai que ce bâtiment-là de l'hôtel est très apprécié, mais celui-ci, non. Celui-ci s'appelle le Lodge. C'est un endroit qui est moins apprécié. Une sorte d'hôtel abandonné, une sorte de partie de l'hôtel qu'on a arrêté d'apprécier. On s'est retourné, on a regardé la salle et on a demandé pourquoi. La salle était entièrement faite de vieilles briques. Il n'y avait pas de plâtre par-dessus les briques, c'était des vieilles briques et des nouveaux meubles qui avaient été installés contre les murs, comme si on avait voulu garder l'ancienneté à l'intérieur et la conserver. Ça fonctionnait très bien avec l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur, une ambiance noire, obscure et très claire, donnée par l'extérieur et par les grandes baies vitrées qui avaient été mises contre les murs qui avaient été découpés. Ces grandes baies vitrées donnaient une lumière à l'intérieur, mais à l'intérieur il faisait quand même obscur. On était dans un clair-obscur, dans une ambiance très sombre, et elle nous disait que cet endroit n'était pas très apprécié. Le lodge n'était pas très apprécié. Un endroit dans lequel, juste en haut, il y avait un deuxième étage avec des chambres, avec des suites, comme dans l'autre hôtel, mais que jamais personne ne venait prendre une suite ici, au lodge. Jamais personne, tout le monde y allait toujours à l'hôtel principal. Tout le monde y allait toujours à l'hôtel principal prendre une suite royale ou une suite présidentielle, qu'importe. Mais ici, on ne prenait jamais de suite, on ne prenait jamais de chambre.
Et pourtant, les chambres étaient assez belles. Elle nous a montré les chambres sur une tablette sur laquelle on pouvait choisir sa chambre. Et quand elle nous a montré les chambres, finalement, je lui ai dit de s'arrêter. Je lui en ai payé une. On est monté et on s'est réinstallé. On a pris nos bagages, on est parti de l'hôtel. On a pris nos bagages dans la suite présidentielle de l'autre bâtiment de l'hôtel et on est venu à celui-ci. Pour la peine, on allait dormir là cette nuit. On allait peut-être même revenir manger au restaurant du lodge ce soir alors qu'il n'y avait personne. Le calme allait peut-être me faire du bien à moi et à Taylor qui, lui, toute la journée, est peut-être enfermé dans le noir, dans un sous-sol, à servir le peu de gens qui viennent à son bar chez lui pour pouvoir avoir un verre et boire seul ou alors boire entre amis, parce que de temps en temps, il y a des groupes d'amis qui viennent. Et Hart, je ne savais pas où il travaillait, où il habitait. C'était le moment peut-être de le connaître, d'apprendre à le connaître, et que Taylor apprenne à le connaître aussi. Parce que moi j'ai réussi à le connaître et à apprendre à parler avec lui à cause de mon chien, grâce à mon chien, Nara. Alors il était peut-être temps d'inclure Taylor entre lui et moi, pour que le triangle se forme vraiment. Je suis allé voir la barmaid au bar pour pouvoir passer une commande. Je lui ai dit qu'on était les 3 garçons là-bas, assis juste à la table. Je lui ai dit qu'on était ces 3 garçons assis à la table, assis au carré de 4. Elle m'a regardé et ensuite m'a demandé ce que je voulais passer comme commande. J'ai regardé les frigos derrière elle et elle les a ouverts. Elle les a ouverts, je lui ai dit, tu peux me prendre un iced tea green, un iced tea normal, un iced tea original et un autre iced tea. N'importe quel. Je sais pas parce que je lui ai pas demandé, on le connaît pas franchement encore. Elle m'a regardé et a dit, attends une minute, t'es assis avec un garçon que tu connais, un garçon que tu connais pas, et tu viens passer une commande pour eux deux. Je l'ai regardé et j'ai haussé les épaules en me disant et en me retournant, ouais, pourquoi? Qu'est-ce que tu ferais toi à ma place? On a commencé à parler tous les deux un petit peu et j'ai dit, bah je sais pas, peut-être que j'apprendrai à coller, peut-être que j'apprendrai à faire en sorte que ça colle entre nous deux, à faire en sorte que ça colle entre celui que tu connais pas vraiment, que j'essaierai d'abord de le connaître et ensuite je parlerai avec les 3, je pense. Je l'ai regardé et je lui ai dit, je peux avoir les verres s'il te plaît? Elle m'a servi, m'a passé ma commande, et je suis arrivé alors avec les 3 boissons. Je les ai posées au milieu de la table, je ne voulais pas jouer les barmen comme Taylor, et déposer comme font les barmen ou alors les serveurs, je voulais pas jouer les serveurs ou les barmen. J'ai simplement tout déposé au milieu de la table et je me suis assis. On s'est alors tous servi, on a pris un verre on a pris un verre, 3 verres que j'avais déposés, en plus des bouteilles que j'avais déposées. Quand je suis arrivé, je me suis remis à ma place, juste à côté de Taylor. Taylor était en train de regarder le plafond. Peut-être qu'il était en train d'essayer de calculer la hauteur. Je le voyais assis comme ça, la tête en arrière, avec un œil fermé. Avec un œil fermé et l'autre ouvert, il était en train de pencher la tête un petit peu sur le côté, comme s'il essayait de calculer la hauteur. Et je suis venu près de lui. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Et il m'a regardé en me disant, tu penses que ça fait combien de mètres de haut ici? Je l'ai regardé et je me suis mis dans la même position que lui. Dans la même position que lui, j'ai dit, je sais pas, je l'ignore complètement. C'était un petit peu comme si on était couché. C'était un petit peu comme si on était couché, on était appuyé contre la table, et on regardait la hauteur du plafond. Le plafond était énormément grand. Il y avait ces cadres qui, encore une fois, je me demandais comment ils pouvaient être suspendus si haut, et ces rideaux qui étaient si longs et si grands, et qui étaient si épais, qui passaient juste entre les vitres, et qui passaient juste au bord des tableaux qui étaient accrochés en haut. On était en train de regarder, on était en train de regarder juste le plafond, on regardait le plafond, et Art est arrivé à côté de nous et nous a demandé qu'est-ce que vous faites? On a dit qu'on essayait de regarder la hauteur du plafond et de savoir combien de mètres ça faisait. Finalement, on s'est rendu une nouvelle fois au bar. On s'est rendu une nouvelle fois au bar et on a avoué qu'on avait plein de questions. Là-bas, on avait plein de questions, on a demandé pourquoi est-ce que ça ressemblait et pourquoi est-ce que ça sentait le vin. Pourquoi ça sentait le vin? Il nous a répondu que c'était une ancienne cave à vin. Pourquoi est-ce qu'il y avait un étage qui n'était pas utilisé, mais qui était resté comme décoration?
Pourquoi est-ce que cet étage était resté comme décoration et n'était pas utilisé? Pourquoi est-ce qu'il y avait des tableaux qui étaient accrochés si haut? Pourquoi est-ce qu'il y avait des grands rideaux? Et pourquoi est-ce qu'il y avait autant de tables qui étaient là comme ça sur le côté et qu'il y avait une salle de restaurant qui n'était jamais utilisée? La salle de restaurant, c'était une ancienne salle de restaurant qui était autrefois utilisée par l'autre hôtel, mais qui a été finalement abandonnée et récupérée par le lodge. Elle nous a expliqué que ce deuxième étage, avant, que c'était une usine à vin, que c'était une usine à fabriquer du vin, et que les personnes qui travaillaient ici se déplaçaient là-haut. Elles se déplaçaient là-haut et elles passaient ici, elles passaient leur journée ici. Et que finalement, ça sent encore le vin parce qu'en fait, tout a été gardé en dessous au sous-sol. Je lui ai demandé si le sous-sol était disponible et elle m'a dit non, bien sûr que non. Il est plus disponible, mais les bouteilles y sont toujours. À mon avis, à mon avis, à l'intérieur des bouteilles, ce n'est plus vraiment du vin, mais à mon avis, c'est juste de la pourriture. C'est juste de la pourriture, de l'eau sale. Les bouteilles doivent être très crasseuses et en dessous, ça doit être tellement bourré de pourriture et tellement bourré de moisissure que, à mon avis, on descend, on est déjà mort. Elle nous a regardé et moi, j'ai regardé Taylor qui était encore en train de regarder l'hôtel, et finalement, il a fait une petite réflexion que j'ai trouvée amusante. Il a regardé le deuxième étage qui n'était plus utilisé, il a regardé le bar qui longeait tout le mur, qui longeait tout le long de la salle de restaurant dans laquelle il n'y avait personne, et il s'est retourné en regardant Art et en me regardant moi, en disant vous trouvez pas que ça ressemble à la 5e saison d'American Horror Story? On l'a tous les deux regardé un petit peu comme si on ne savait pas ce qu'il disait. On l'a tous les deux regardé comme si on ne savait pas ce qu'il disait. La barmaid aussi, la barmaid aussi a déposé la bouteille qu'elle était en train de nettoyer et qu'elle a posée juste en dessous de son bar. Elle s'est relevée et elle a dit oui, c'est vrai, tu parles de quoi? Il a haussé les épaules et a dit mais enfin, la 5e saison d'American Horror Story, hôtel, vous trouvez pas? Là, on s'est retourné et finalement, quand il nous a dit le nom de la saison, quand il nous a dit hôtel, on s'est retourné et on a dit c'est vrai. Il avait lancé un sujet de conversation et on a commencé à parler de American Horror Story Hotel, la 5e saison précisément. Il était vrai qu'il y avait quelques similitudes et que ça ressemblait un peu au niveau de l'ambiance et de la manière dont c'était décoré, de manière obscure comme ça. Même si la 5e saison d'American Horror Story Hotel était designée et décorée dans un style qui ressemblait assez à l'hôtel de Shining, ce dont j'ai commencé à parler juste après, en repensant à la saison 5 d'American Horror Story. Installée à une table un peu plus loin, la barman s'est jointe à nous. Elle s'est jointe à nous et quand elle s'est assise entre moi et entre Taylor. Finalement, elle a commencé à parler de cet hôtel. Elle a commencé à parler de cet hôtel et de sa construction. Quand elle a parlé de sa construction, de cet hôtel, de comment elle a été construit, de quel endroit a été construit avant lequel, de quelle partie a été construit avant laquelle, de quand elle datait et de quand elle a été terminée. On était on était tous, on était tous en train de l'écouter. On était en train de l'écouter, mais surtout suspendu à ses lèvres. Les moindres mots, la moindre manière dont elle racontait l'histoire, les moindres mots qu'elle disait, et la manière dont elle expliquait les personnes qui y sont passées, qui y sont venues. Certaines stars de cinéma, certaines anciennes stars de cinéma, certaines célébrités, certains sénateurs, certaines sénatrices, ou alors certaines personnes qui étaient vraiment très importantes dans le monde de l'histoire, ou alors dans l'anthologie. Toutes ces personnes qui y sont passées, toutes ces personnes qui ont réservé une chambre, qui maintenant, chaque fois qu'on réserve cette chambre, le personnel doit certainement dire aux personnes qui la réservent que cette personne connue dans l'anthologie, ou alors connue dans l'anthologie des États-Unis, y est passée et s'y est installée, y a séjourné pendant peut-être une nuit ou plus, ou alors qu'un grand sénateur ou qu'une sénatrice y est passé y a passé une nuit ou a passé un petit peu de temps dans cet hôtel. Dès qu'il y avait quelqu'un d'important qui avait passé ne serait-ce qu'un dîner pour le soir, on le disait aux gens. On le disait aux gens qui venaient. On le disait à nos clients. Et on était suspendu à ses lèvres. Elle était en train de parler et finalement elle est retournée à son poste de barman. Elle est retournée à son poste de barman, bien qu'il n'y avait personne,
Bien qu'il n'avait personne, elle est retournée à son poste de barmaid et elle nous a apporté de quoi boire pour la soirée. Elle nous a apporté de quoi boire pour la soirée, des bières sans alcool qu'elle a déposées sur la table et des verres qu'elle a déposés sur la table. On l'a regardé poser tout ça sur la table, mais surtout on l'a regardé porter tout ça à main. On l'a regardé porter tout ça sur un plateau qu'elle était en train d'apporter sur une main. C'était impressionnant, bien qu'il n'y avait aucun client pour pouvoir voir ce qu'elle faisait. Elle a commencé à continuer à parler, elle était avec nous, et nous on l'avait laissé s'asseoir. On l'avait laissé s'asseoir parce que autant prendre du bon temps avec la barmaid qui est la seule à être là, alors que le restaurant est vide, autant prendre du bon temps avec elle que ne prendre du bon temps qu'à trois. Elle s'est installée, on était à quatre, et finalement elle nous a demandé si on voulait manger quelque chose et aller s'installer dans la salle de restaurant. Tout l'hôtel était à nous, donc alors autant prendre du bon temps et s'installer là-bas dans la salle restaurant, dans la salle de restaurant au bar, parce qu'il y avait un bar là et il y avait un bar en face. Finalement, on s'est installé dans la salle de restaurant, au bar, et elle a commencé à ouvrir le bar dans la salle de restaurant. Elle a ouvert la salle de restaurant et on s'y est installé. On s'est installé en face du bar. On s'est installé en face du bar sur les tabourets et là, on a pris du montant, on a parlé. On a parlé finalement, on a demandé si on pouvait louer une chambre. Elle nous a offert une chambre. On est monté, les couloirs étaient vides à tel point qu'on pouvait s'entendre respirer. À tel point qu'on pouvait s'entendre respirer, les couloirs étaient vides à tel point qu'on pouvait s'entendre marcher et qu'on pouvait entendre en dessous du tapis qui avait été posé, de la moquette qui avait été posée au sol, à tel point qu'on pouvait entendre nos chaussures toucher le plancher qui grinçait. Elle a ouvert une porte et nous a montré les chambres qui étaient décorées encore une fois avec des lumières feutrées et tamisées, et les draps qui étaient plutôt noirs ou alors sombres, très bruns très foncés. Elle a allumé les lampes et a dit « Je suis désolée, mais les lampes ne sont pas allumées plus que ça ici. L'ambiance feutrée fait partie de l'univers du lodge. » On est resté là peut-être une nuit ou deux. Ensuite, chaque soir, on descendait. Chaque soir, on descendait et elle mangeait avec nous, on mangeait en groupe. C'était plutôt une ambiance qui restait sympa, une ambiance feutrée dans laquelle on se retrouvait seul. C'était une ambiance très solitaire malgré tout. Malgré tout, cette ambiance très solitaire était plaisante. Cette ambiance très solitaire était plaisante jusqu'à ce qu'une femme rentre un jour, lorsqu'on était en train de parler au bar. Elle l'a accueillie et nous, on avait l'impression que cette ambiance solitaire entre la barmaid et nous trois avait été brisée. C'est ce jour-là qu'on est parti, sans vouloir la blesser, on lui a dit on part, on va aller autre part, on va rentrer, je sais pas, chez moi, chez Taylor, ou alors peut-être chez Art. On ne sait pas encore. Elle nous a dit au revoir et est restée avec cette femme. Lui a demandé si elle voulait une chambre d'hôtel. Ce soir-là, on s'est installé à l'entrée, sur le sol de verre. Sur le sol de verre, on s'est installé à l'entrée, sur ces grands fauteuils sur le côté. Des grands fauteuils sur le côté qui ressemblaient un peu à des formes difformes. Un peu comme quand on laisse un drap sur le côté et que ça fait une sorte de pli. Eh bien, ces fauteuils ressemblaient à ça. Ces fauteuils étaient un peu difformes, ils étaient en plastique, ils étaient difformes comme les plis d'un drap. Ils étaient noirs et bruns foncés, un peu d'une couleur bronze foncé. Et Madison est arrivée. Elle nous avait dit qu'elle s'appelait Madison, ou alors Maddie. Quand elle est arrivée, je ne savais pas dire si elle était triste ou mécontente. Je ne savais pas dire si elle était énervée ou triste. Elle est arrivée, les mains devant elle, et ensuite elle était en train de chipoter ses doigts, de chipoter ses ongles, son vernis qui avait déjà disparu depuis longtemps, parce elle avait certainement frotté avec sa main son vernis. À une main, il était complètement disparu. À l'autre main, il était en train de disparaître un peu, parce elle frottait énergiquement ses ongles. Comme Taylor qui lui avait passé un cap avec son tic. Il ne se frottait plus énergiquement les doigts à tel point qu'il en avait entre les doigts des marques rouges, mais il se frottait maintenant les bras. Il se grattait les bras énergiquement. C'était une sorte de tic.
Quand il me parlait, je le regardais et parfois je mettais sa main sur son bras et je lui disais « Chut, arrête !» Et il me regardait et il me disait que ça l'aidait à se détendre. Elle s'est installée à côté de nous. Elle s'est installée à côté de nous et a dit « Je peux m'installer près de vous ?» On lui a fait une place et elle est venue. Elle a dit qu'elle avait une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Pour ça, elle est allée au bar. Elle s'est certainement dit que la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, peu importe par laquelle on allait commencer, elle s'est certainement dit que la mauvaise nouvelle allait mieux passer avec un verre. Elle nous a apporté un verre elle nous a apporté un verre et nous a servi tous les trois. Tous les trois, elle nous a servi, elle nous a regardés. Elle avait le regard vers le bas. Je lui ai demandé « Mais vas-y, dis, qu'est-ce qu'il y a ?» Là, Taylor m'a regardé et a dit « Enfin !» en soupirant un peu comme s'il était énervé. Et je lui ai dit « Vas-y, dis, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe ?» Elle nous a parlé de cette femme qui nous a plus ou moins fait fuir hier quand on était seul avec elle et qu'on était en train de parler, de boire et de manger dans la salle de restaurant lorsqu'elle avait ouverte et qu'une femme est arrivée. Une femme avec un manteau blanc. Et que cette femme était arrivée et lui avait parlé. Le reste de la soirée, on s'est demandé qui c'était dans notre chambre et elle nous a expliqué que c'était une femme qui venait. Elle venait pour de mauvaises raisons. Là, elle nous a demandé, alors je commence par quelle nouvelle? La bonne ou la mauvaise? On a haussé les épaules et Taylor, Art et moi, on s'est regardés et on a dit la mauvaise. Elle a commencé par la mauvaise et a dit bon, cette femme qui est venue, c'est pas un client. C'est pas un client et elle va fermer l'hôtel. L'hôtel va couler. Cette partie de l'hôtel, en tout cas, va couler et va être détruite. À ce moment-là, je l'ai regardée et je lui ai dit « Et elle est où la bonne nouvelle ?» Elle m'a dit « La bonne nouvelle, c'est que je récupère les parts de la destruction de l'hôtel. Donc je récupère l'argent. Mais quand même, mon affaire est en train de couler. » On lui a demandé si on pouvait faire quelque chose pour pouvoir sauver son affaire, si on pouvait faire quelque chose pour pouvoir sauver l'affaire de Madison, parce que cette partie de l'hôtel lui appartenait. Le lodge lui appartenait, les chambres lui appartenaient, les suites qu'il y avait lui appartenaient, le bar lui appartenait, le menu qu'elle avait écrit elle-même lui appartenait. Bref, c'était son affaire, complètement, du début à la fin. Alors on lui a demandé si on pouvait faire quelque chose. Mais malheureusement, elle nous a expliqué qu'on ne pouvait rien faire. Cette femme allait tout fermer. Cette femme allait en parler à l'hôtel d'en face. Évidemment, l'hôtel qui est beaucoup plus coté que celle-ci. Elle a dit qu'elle allait tout faire fermer. Le chef de l'hôtel en face était complètement d'accord pour fermer cette partie de l'hôtel, même s'il détruisait une partie de son affaire à lui, car il possédait tous les bâtiments. Celle-ci allait être rasée. Rasée, peut-être reconstruire la même chose que dans l'autre hôtel, quelque chose d'un petit peu mieux, quelque chose de moins sombre, de moins obscur, même si c'était le concept. Alors on est descendu et on en a parlé. On lui a demandé si on pouvait faire quelque chose. Elle nous a ouvert les caves à vin parce qu'on lui avait demandé de le faire. Et elle les a ouvertes pour nous montrer, juste pour nous montrer avant que ça ferme pour de bon. On est descendu et il y avait un salon pour goûter les vins, pour les goûteurs de vin qui viennent s'installer. Alors on a bu un petit peu avec des bouteilles qu'elle ramenait d'en haut. Ce n'était que des bouteilles d'eau. Qu'elle ramenait du bar jusqu'en bas. Et elle descendait chaque fois avec des bouteilles d'eau minérale et ensuite elle descendait avec un verre ou deux qu'on buvait ensemble. Et on était là autour de cette bonne odeur de vin. On était là autour de cette bonne odeur de bois, ciré, cette bonne odeur de bois qui a été poncée, qui a été cirée et qui a été mise sous vernis. Cette odeur de vernis, de bois ciré, de bois poncé, de bois découpé tout de suite à l'arbre. On était là, à l'intérieur, dans le sous-sol, entouré de cette odeur de vin et de vieilles bouteilles qui étaient mises dans des armoires. Malgré ça, on en a parlé presque toute la nuit, mais lorsqu'on est remonté, il faisait presque jour. Nous, on est allé dans notre chambre et on a défait nos affaires. On est parti et on lui a dit que même de loin, on réfléchira à quelque chose à faire pour sauver son affaire. On est revenu à l'hôtel et la voiture était garée sur le côté. Taylor s'est arrêté brutalement et je l'ai regardé. J'avoue que je ne m'en faisais pas pour moi, je ne m'en faisais pas pour Taylor,
Je ne m'en faisais pas pour Taylor et je ne m'en faisais encore moins pour Hart. La seule personne pour laquelle je m'en faisais réellement, j'avoue que c'était moi et surtout sa voiture. La manière dont il s'est arrêté aussi brutalement m'a un peu saisi. Je m'en faisais pour sa voiture, ses freins, les freins de ses pneus, je m'en faisais réellement pour sa voiture. Je me disais, s'il doit s'arrêter tout le temps comme ça avec sa voiture, quel pauvre BMW, quel pauvre BMW, elle doit souffrir le martyr. Alors là, je l'ai regardé. Les mains sur le volant, il m'a aussi regardé. Il a haussé les épaules, il a haussé les épaules et m'a demandé « Quoi ?» Finalement, je lui ai dit « Quoi ? Quoi ? Réellement quoi ? Ta voiture, t'as pas l'impression que tu freines un peu trop vite ? T'as pas l'impression que tu t'arrêtes un peu trop brutalement ? La pauvre, imagine un peu l'état de ses freins. » Il m'a regardé et il m'a dit « Oh, ça va, il y a les garagistes pour ça. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Tu fous réellement tout sur le dos des garagistes, comme si c'est eux qui allaient tout réparer. » Il a haussé les épaules et a dit « Oui, c'est un peu le cas. On va chez le garagiste pour réparer sa voiture, tu penses pas ?» À ce moment-là, je lui ai dit « Oui, mais c'est ta voiture, c'est quand même toi qui dois en prendre soin. » Il s'est arrêté en plein milieu, complètement de travers, alors qu'il y avait juste à côté de lui, il y avait des places de parking qui n'étaient justement pas remplies. Il n'y avait aucune voiture, vu que cet hôtel-là n'était jamais rempli. Alors il ne s'y est pas garé, il s'est garé en plein milieu, la porte avant, la portière du côté conducteur et la portière du côté passager, du même côté, étaient ouvertes. La voiture et les 4 clignotants étaient allumés et attendaient juste devant la porte. On est revenu et tout de suite, j'ai tiré Madison de son bar. Je lui ai dit, viens, on a à te parler. On s'est assis et je lui ai dit que j'avais appelé mon avocat. Ma mère était quelqu'un de plutôt connu dans le monde. Je lui ai expliqué d'ailleurs que ma mère était quelqu'un de plutôt connu dans le monde de l'art, donc qu'elle avait plutôt quelques liaisons. Elle avait des liaisons et elle avait pu appeler mon avocat, le sien. C'était son avocat à la base, mais c'était aussi le mien, celui qui avait servi à faire le procès de mon père quand il est parti sans même me dire au revoir. Là, elle m'a regardé avec un regard comme si elle voulait me dire « Oh, je suis désolé », mais je savais que ce n'était pas le moment de parler de ça, qu'on n'avait pas le temps de parler de ça. Alors je n'ai pas remis ça sur le tapis. Souvent, je le remettais sur le tapis, j'avoue que c'était l'un de mes plus grands défauts, mais je lui ai dit pas le temps de remettre ça sur le tapis, il faut qu'on te parle d'autre chose. J'avais appelé mon avocat et je lui ai décrit ta situation. Là, elle m'a regardé avec des yeux beaucoup plus pétillants et un regard assez souriant. J'avais décrit sa situation. J'ai essayé de faire ça le mieux possible, c'est ce que je lui ai dit. Et elle m'a dit, dis-moi exactement ce que tu lui as dit. J'avais l'impression de passer un interrogatoire, mais je comprenais tout à fait qu'elle veuille savoir. Alors je lui ai dit, voilà, j'ai dit ça, et j'ai aussi dit ça. Je lui ai répété que tu allais couler, tout ça à cause du fait que tu es la patronne d'une partie d'un hôtel qui est en trois parties, en plusieurs parties, et que ton hôtel allait couler parce que le patron de la partie qui est la plus habitée par les clients, veut te faire couler. Je lui ai dit ça, je lui ai dit principalement ça, et qu'il allait raser ton hôtel. Mon avocat a dit que ça se défendait, que ça pouvait se défendre, qu'il fallait que s'il trouvait des arguments valables, il pouvait se défendre, que s'il trouvait des arguments valables et que du côté de la défense, peut-être qu'il allait. À ce moment-là, on a commencé à parler, et peut-être qu'il allait ensuite attaquer l'hôtel en face. Si l'hôtel en face t'attaquait simplement parce qu'il voulait raser, ou alors détruire un hôtel qui n'était pas habité parce qu'il n'y avait pas beaucoup de clients, mais que ton affaire fonctionnait, que ton bar fonctionnait, que ton restaurant fonctionnait aussi assez bien, même si les clients pouvaient visiter de temps en temps d'autres parties de l'hôtel, mais qui ne venaient jamais à la tienne, ton hôtel, ton affaire, celle-ci fonctionnait. Alors peut-être qu'ils pouvaient te proposer des choses, comme par exemple réouvrir la cave à vin, et que ça attirerait la clientèle. Si on avait de quoi nous défendre, peut-être qu'il allait lui lancer un procès. Peut-être qu'il allait lui coller un procès au cul, comme il l'a fait pour moi, pour m'aider. Mais il fallait trouver des arguments valables, donc maintenant
Maintenant, on s'est mis à la table et on a commencé à récolter des arguments valables. On a fait un peu le tour de l'hôtel, on a fait le tour de chaque chambre et on a fait des photos, on a récolté des arguments valables qui pouvaient nous aider, qui pouvaient nous aider à prouver que son affaire pouvait fonctionner. Que même si l'hôtel n'était pas habité par beaucoup de clients et que beaucoup de clients ne venaient, et qu'il n'y avait pas beaucoup de clients, et que personne ne venait vraiment, ou ne venait pas beaucoup, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait, on pouvait lui prouver selon la qualité et la manière dont tu tenais ton affaire, dont tu tenais ton hôtel, qu'elle se valait d'être gardée. Elle se valait d'être gardée en tant que deuxième partie ou troisième partie de cet hôtel, qui est séparé en plusieurs parties. Elle se valait d'être gardée comme une bonne affaire, une chouette affaire qui pourrait être réouverte. On lui a apporté ses arguments à son bureau. Quand on lui a apporté ses arguments à son bureau, on a montré les photos de l'hôtel. Elle était en bon état, donc il n'avait précisément aucun droit pour le patron de l'autre hôtel de la fermer et de la faire raser. Déjà que s'il rasait sa propre affaire, l'une des deux parties de son hôtel, l'une des parties séparées de son hôtel, déjà que s'il rasait ça, il rasait sa propre affaire, et ensuite se détruirait lui-même. Peut-être que sa clientèle diminuerait, et on lui a expliqué tout ça. On a passé un bon moment dans le cabinet de mon avocat, afin de lui expliquer et de lui prouver que ça fonctionnerait encore. Ce soir-là, Madison est arrivée. Elle avait les cheveux complètement trempés et son mascara coulait. Son eyeliner coulait, son visage était complètement trempé, ses cheveux aussi, et surtout le petit t-shirt qu'elle avait mis. Le petit t-shirt rose foncé qu'elle avait mis, et son jeans noir qu'elle portait, son sac qu'elle avait avec elle, un sac beige un peu pâle. Ce sac beige un peu pâle avec une fermeture dorée qu'elle avait avec elle, son petit t-shirt mauve qu'elle avait avec elle, mauve foncé, presque noir. Son t-shirt noir qu'elle portait sur elle aussi par-dessus, et aussi sa veste qu'elle avait en main, une veste en cuir noir. Je l'ai laissée entrer, elle est entrée avec ses chaussures à talons aiguilles que j'ai regardé un instant. J'ai levé les yeux et je lui ai demandé ce qui arrivait. Elle était toute tremblotante. J'ai pris ma veste qui était au porte-manteau et je l'ai mise sur ses épaules. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. En lui laissant ma veste sur les épaules, elle s'est assise et je lui ai demandé si elle voulait un café ou alors un thé plutôt. Je lui ai apporté un thé, finalement, ma mère s'en est occupée. Elle a apporté un thé et m'a demandé qui était cette jeune fille. On s'est reculé un peu plus loin, j'ai fermé la porte. Je l'ai mise contre et j'ai dit à ma mère que c'était une fille dont j'avais fait la connaissance dans un hôtel dans lequel on avait été dormir. Ensuite, elle a alors simplement haussé les épaules et elle m'a fait un signe comme si elle comprenait, un signe de compréhension. Elle m'a dit ok de la tête et ensuite a poussé la porte et a un petit peu regardé entre l'ouverture de la porte et le chambranle de la porte. Je lui ai dit que ça se faisait pas et j'ai fermé la porte. J'ai regardé ma mère et j'ai dit t'inquiète, je la connais, elle s'appelle Madison, ou Maddy si tu préfères. Finalement, elle a ouvert la porte et là, avec un sourire accueillant, elle a commencé à accueillir Maddy. Je me suis mis à côté d'elle et je lui ai demandé ce qui se passait. Ils avaient complètement rasé son hôtel. C'était fichu. Ils avaient complètement rasé son hôtel. Elle nous a expliqué que cette nuit, tout avait disparu. Elle était revenue ce matin et il n'y avait plus rien. Elle avait garé sa voiture comme d'habitude à l'endroit où elle la gare, mais il n'y avait plus rien. Plus qu'un tas de cendres. Enfin, plus qu'un tas de débris et de murs cassés. Ils étaient en train de repasser au-dessus des caves à vin. En repassant au-dessus des caves à vin, ils étaient en train de refaire un sol. Moi, j'étais à côté d'elle et elle nous expliquait tout ça. C'était pas juste qu'ils lui fassent ça, alors on est allé voir. On a essayé d'arrêter la procédure, mais ils étaient déjà en train de construire les murs. On voyait tout un tas de personnes qui étaient occupées de construire cette nouvelle hôtel, et un homme est arrivé derrière moi. Certainement la personne qui a fait fermer cet hôtel. Il était en train de faire partir les meubles les uns après les autres, vider les chambres les unes après les autres, et était en train de dire que l'hôtel suivant qui sera sur ce terrain sera construit entièrement à la main,
et sera tout en bois. Ils ont déjà prévu. Il était en train de me dire qu'ils avaient déjà prévu une décoration pour l'intérieur, qu'ils avaient fait appel à à des décorateurs d'intérieur et des décoratrices d'intérieur. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Mais je n'en ai rien à foutre !» J'ai haussé les épaules et j'ai dit qu'il fallait lui laisser une chance de refaire partir son affaire, de refaire décoller son affaire, même dans un autre bâtiment, peut-être lié au leur, simplement par le site. Il n'est pas obligé d'être juste à côté du vôtre et de faire partie de votre hôtel. Dans un autre bâtiment un peu plus loin, même dans un autre endroit, peut-être dans un autre hémisphère, en forêt. Là, j'ai essayé de sauver avec des bons arguments, mais rien n'a fonctionné. Rien n'a fonctionné, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais cet homme qui était à côté de moi, en train de faire partir les meubles les uns après les autres, n'avait pas une once d'envie de vouloir écouter ce que je lui disais. Alors j'avais l'impression de parler dans le vent. J'avais l'impression que mes mots étaient en train de partir dans le vent. J'avais beau parler, essayer de récupérer son attention à chaque fois qu'il parlait à ses ouvriers qui venaient chercher les meubles ou qui étaient en train de vider l'intérieur et de détruire les murs. J'entendais les murs se détruire derrière moi, comme j'entendais mes mots tomber à terre et partir avec le vent. J'avais beau essayer d'avoir fait tout et n'importe quoi. Je lui avais dit que j'allais appeler mon avocat si ça continuait. Je l'ai même appelé un moment en disant qu'ils étaient en train de détruire l'hôtel et qu'il n'avait pas le droit, parce que les arguments valables qu'on lui avait montrés, que son hôtel n'avait peut-être pas de clients, son hôtel n'avait peut-être pas de clients, mais était sur la bonne voie pour pouvoir en avoir. Son hôtel était sur la bonne voie pour pouvoir en avoir, était surtout très chaleureux, très accueillante, et vu l'état des chambres, pouvait encore fonctionner si on lui laissait une dernière chance. Alors j'ai appelé mon avocat. Je lui ai dit que je lui parlerais. Je lui ai parlé et je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit qu'il entendait les bruits derrière moi. Je lui ai dit que c'était des bulldozers qui étaient en train de détruire l'hôtel, et il m'a demandé alors de passer mon téléphone à quelqu'un qui pouvait lui parler. Peut-être la personne qui a demandé la destruction. Là, je l'ai regardé, et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas su lui donner mon GSM. Ça m'était presque impossible. Je me suis dit que si je faisais ça, j'allais accélérer la procédure de détruire son hôtel, de détruire son affaire, alors qu'elle pouvait tout à fait la reprendre. Les mains sur le volant, j'ai eu une idée qui me paraissait sur le moment complètement absurde. Cette idée qui me paraissait complètement absurde sur le moment, j'avoue que je me suis dit que si je n'essayais pas et que je ne lui proposais pas, une fois dans l'appartement et une fois assis sur le fauteuil, une fois qu'on sera dans le fauteuil, qu'on sera bien assis et qu'on sera peut-être tous au calme en train de parler de ce qui s'est passé, je me suis dit que si je n'essayais pas de lui proposer, peut-être que son affaire réellement va couler. Mais là, j'avais une idée en tête qui pouvait peut-être tout faire redémarrer. J'avais de quoi aider une amie, et je me suis dit c'est vrai, en montant les escaliers avec Art à côté de moi, en montant les escaliers avec Taylor, et en montant les escaliers avec Madison, ils étaient à côté de moi et on était en train de monter. J'avoue que moi je me préoccupais plus de Nara qui était en train de marcher, de monter les escaliers avec moi, je la voyais la gueule ouverte, qui était en train de respirer assez fort. J'étais avec elle et souvent je m'arrêtais un petit peu, un genou à terre, je lui disais qu'il ne restait plus que quelques cages d'escalier à monter. On s'est arrêté, et ensuite quand on s'est arrêté dans le couloir, on a été arrêté par une famille dans le couloir qui rentrait. J'ai pu voir l'intérieur de leur appartement quand ils ont ouvert la porte. À l'intérieur de son appartement, avant de fermer la porte, cette femme a retiré son voile, un voile orange, et a dévoilé ses longs cheveux crôlés noirs. Idem pour la fille qui a retiré son voile. Idem pour la jeune fille qui a retiré son voile, et pour la petite fille qui s'est fait aider de sa grande sœur et qui a retiré son voile. Elles ont dévoilé alors leurs cheveux noirs. Et alors là, j'ai pensé, pourquoi est-ce que les femmes qui portent le voile ne peuvent pas dévoiler leurs cheveux alors qu'ils sont magnifiques? Finalement, la porte s'est fermée et j'ai entendu la clé tourner. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Finalement, j'ai levé les yeux et il y avait encore quelques cages d'escalier à monter. Quand on est arrivé, j'ai poussé la porte.
J'ai mis la clé dans la serrure, je l'ai tournée, j'ai poussé la porte, on est rentré, on s'est installé et j'ai dit que j'avais peut-être une idée. Je me suis tourné vers Taylor, vers Hart et je me suis tourné surtout vers Madison. Ils étaient déjà assis. Ils étaient déjà assis tous les trois. Taylor, Taylor et Hart étaient en train de me regarder. J'étais le seul qui était resté debout. Eux trois s'étaient déjà assis. Je suis venu m'asseoir juste devant eux. J'étais le seul qui était resté debout parce que j'allais mettre une ambiance dans l'appartement. J'ai alors pris la première télé. J'ai alors pris la première télé avec un bras télescopique, je l'ai allumée sur le côté. Elle s'est allumée, une télé Samsung. Ensuite, j'ai pris la télécommande. J'ai mis alors j'ai mis une playlist Spotify du groupe XX. J'ai lancé un album. J'ai diminué le volume et Je me suis assis et ensuite j'ai allumé un feu. J'ai allumé un feu sur une télé avec un bras télescopique qui pouvait se commander depuis la télécommande et j'ai baissé le bras télescopique pour qu'il arrive un petit peu en bas. En bas, il y avait une sorte d'aération qui diffusait de la chaleur à l'intérieur, une sorte de radiateur à même le sol. J'ai alors pris la télé avec un écran. J'ai pris la grande télé à écran plat qui était contre le mur. Et là, j'y ai mis un fond d'ambiance. J'ai mis un fond d'ambiance avec une sorte de lumière, comme ces lampes comme ces lampes à lave qui font des bulles. J'ai mis ça, et j'ai mis une sorte de musique douce, mélangée à la musique du groupe XX, ça ne s'entendait pas fort. Je me suis assis et j'ai dit que j'avais peut-être une idée. Quand j'ai dit que j'avais peut-être une idée, j'ai parlé de ce grand manoir que ma mère possédait. Ma mère possédait un grand manoir, d'ailleurs lui aussi séparé en trois parties distinctes qui avaient presque la même taille. Il y avait des tourelles, des grandes tours. Il y avait des tourelles, surtout des tourelles qui étaient chaque fois aux quatre coins aux quatre coins des trois parties, il y avait chaque fois quatre tourelles. Quatre petites tourelles, avec chaque fois dedans, je pense, une chambre. Je lui ai expliqué un peu comment était réparti l'endroit, que c'était un ancien manoir séparé en trois parties, et il y avait quatre couloirs qui raccrochaient à chaque fois ces trois parties. C'était une sorte de manoir que possédait la mère de ma mère, et lors de son enterrement, ma mère en a été l'héritière et a hérité de ce manoir. C'était un héritage familial, et je me suis dit que si elle reprenait son affaire là-bas, avec le nombre de chambres, le nombre de couloirs, le nombre de salles à manger et de cuisine, le nombre de salles de bain qu'il y avait là-bas, les salles de bain qu'il y avait dans les chambres, je me suis dit qu'elle pouvait en faire un hôtel, ou alors qu'elle pouvait peut-être en faire une maison d'hôte, peu importe. Elle pouvait en faire son affaire, et elle pouvait de nouveau inviter les gens à venir dormir, à passer un séjour là-bas. Elle leur montrerait comment ça marche. Bref, c'était une idée qui pouvait relancer son affaire et son rêve d'hôtellerie. À ce moment-là, elle m'a pris dans ses bras et je lui ai dit que tout n'était pas encore fini. Il fallait encore aller là-bas. On pouvait y aller maintenant, on pouvait y aller de nuit. Il ne suffisait que d'allumer les lampes à l'intérieur, allumer les lustres, et je lui montrerai comment ça marche. On y est allé, j'ai poussé les portes, et je lui ai montré les longs couloirs interminables avec des tableaux. Des tableaux qui étaient un peu effrayés, des tableaux qui étaient un peu effrayants, qui, qui nous effrayaient un peu tous, mais je lui ai dit qu'elle pouvait changer la déco si elle le voulait. Un jour, peut-être qu'on arrachera tout le papier peint, qu'on peindra du noir au-dessus des couleurs vives. Peut-être qu'on peindra du noir au-dessus des couleurs vives, des murs qui sont d'une couleur un peu rougeâtre foncé. Peut-être qu'on y mettra du noir ou du brun foncé. On installera des meubles un peu difformes comme ceux qu'elle avait dans son hôtel, dans le lodge. Peut-être qu'on fera une enseigne qu'on construira nous-mêmes ou alors une enseigne qu'on commandera à des gens qui font des enseignes et construisent des enseignes et qu'on l'accrochera en appelant des gens dont c'est le métier. Peut-être qu'on fera ça et on s'est installé dans le salon. On s'est installé dans le vieux salon là où il y a une bibliothèque et je lui ai dit peut-être qu'un jour on fera tout ça et peut-être que ce manoir deviendra ton hôtel. Elle m'a remercié et nous sommes partis la nuit, je l'ai reconduit chez elle et moi je suis rentré avec Hart et Taylor. Ce soir-là, on s'est endormis tous les trois dans ma chambre, Taylor contre moi et Hart, sa main que j'ai senti descendre dans mon dos. Ce qui m'a endormi, mais surtout la seule chose qui m'avait bercé, c'était que je venais d'aider une amie.
à relancer son affaire pour de bon. Le soir où on s'est tous donné rendez-vous là-bas, je dois avouer que la première nuit a été plutôt sympa. La nuit a plutôt été sympa. La première nuit où on s'est donné rendez-vous là-bas était plutôt sympa. Il y a d'abord ma voiture qui est arrivée. Ensuite, la voiture de Taylor qui est arrivée. La voiture de Taylor est arrivée après la mienne. Et ensuite, la voiture de Hart. Et puis, la voiture de Madison. Madison est arrivée et est rentrée après moi. J'avais les clés, donc j'ai ouvert le premier endroit. Le premier endroit était la première partie du manoir. Je dois avouer que la première nuit était plutôt sympa. On a viré tous les meubles, on a viré toutes les tables. Tous les meubles qu'on n'aimait pas trop, on les a poncés, on a retiré la peinture. J'avoue que ça a fait beaucoup de dégâts. Ça a fait beaucoup de dégâts qu'on a passé à l'aspirateur. Il y avait beaucoup de morceaux de bois. On les a taillés aussi de temps en temps. De temps en temps, on les taillait pour leur donner un aspect un peu plus moderne ou un peu plus contemporain. On les a taillés, on les a poncés. On les a poncés et ensuite, après le ponçage, une fois que c'était fait, on les a peints en noir, avec un noir très sombre. Une fois que c'était fait, on les a vernis. Le vernis sentait très mauvais. Alors on les a vernis et on a tout de suite mis à sécher les meubles dehors. J'avoue qu'on a fait ça la nuit, donc c'était encore plus terrifiant. Tout autour de nous, le manoir était en train de grincer et de faire des bruits incessants. Il faisait des bruits incessants qu'on pouvait entendre partout. On pouvait les entendre dans le couloir. Dans le couloir, les vieux cadres, on les a retirés. Par contre, on a retiré simplement la toile qu'il y avait à l'intérieur. Les vieux cadres qui étaient tous dorés, ou alors qui étaient noirs ou encore blancs, on les a gardés. On les a gardés pour obtenir un beau résultat après. On les a mis sur le côté dans une pièce vide. Les cadres blancs ou alors les cadres en métal, les cadres en plastique, les cadres en bois qui avaient été peints en noir, les cadres dorés avec des moulures particulières, on les a gardés aussi. Les cadres sombres avec des moulures particulières. Les cadres en bois d'ébène, en bois noir et solide, on les a gardés aussi. On les a mis sur le côté. Bref, tous ces cadres, on les a mis sur le côté dans une salle de bal à l'intérieur du manoir. C'était plutôt agréable ensuite de revenir à cet endroit, sur l'idée de décrocher les cadres. On a mis les peintures sur le côté au même endroit. Et c'était plutôt agréable de revenir dans cet endroit, de revenir dans ce couloir et d'arracher tout le papier peint. On a tout découpé au cutter et on a tout arraché à la main. J'avoue que c'était plutôt agréable et satisfaisant de voir le papier se décoller du mur. Mais c'était moins satisfaisant ensuite quand tout le papier était à terre et qu'on devait tout ranger. Une fois qu'on devait tout ranger, on est allé dehors, il faisait pleine nuit, il faisait noir. Il était peut-être 1h ou 2h du matin alors que nous, on était en train de jouer avec des aspirateurs, avec des visseuses et avec bien d'autres outils. On était en train de ranger tout ça. On a récupéré les meubles qui étaient couverts de vernis et qui étaient secs. Maintenant, alors qu'ils étaient tous secs, on les a rentrés à l'intérieur. On a vidé et on a enlevé le tapis. Encore une fois, c'était très agréable de défaire le tapis à la main, de le rouler, de le foutre dehors. C'était très agréable de faire ça, mais une fois qu'il fallait maintenant remettre toute une tapisserie, on se disait que c'était moins agréable. Une nouvelle tapisserie est arrivée quand dehors j'ai aperçu des phares. Je venais d'appeler des gens, des menuisiers qui venaient d'apporter un tapis qu'ils avaient découpé au millimètre près. Et ils nous l'avaient apporté, ils l'avaient fait rentrer morceau par morceau et on a tapissé la pièce. Ensuite, on a mis les meubles. Et puis on a apporté les tables qu'on avait peintes en blanc. Les chaises étaient toutes différentes, histoire de donner un côté un peu plus contemporain et un peu plus art nouveau. On a déposé des meubles qui nous ont été apportés par des décorateurs d'intérieur. Des décorateurs d'intérieur ont aussi fait leur entrée pour pouvoir apporter une petite touche finale. Une fois que c'était fait, on a passé la nuit à faire ça. Et des personnes se sont vouées. Des personnes se sont vouées à faire ça avec nous. Des personnes se sont portées garantes à faire ça avec nous. Les voisins devaient être embêtés par les bruits. Par les bruits de visseuses, par les bruits de cadres qui tombaient au sol, et peut-être même par les bruits de voitures qui ne cessaient de démarrer, de revenir et de partir. Les bruits de visseuses devaient être les plus dérangeants, je pense. Mais une fois qu'on avait fini ça, quand on a fini la première salle, à un moment, elle m'a posé une question, la seule question que je ne voulais pas entendre.
Combien de salles est-ce qu'il y a dans le manoir? J'ai j'ai dû lui répondre la vérité. J'ai dû lui répondre qu'il devait y avoir au moins une vingtaine de salles, au moins une quarantaine de chambres, et peut-être même une trentaine de chambres avec des salles de bain. Et il fallait qu'on fasse tout. Et on devait tout faire. Il fallait qu'on fasse tout. Toutes les chambres, toutes les salles de bain. Il fallait qu'on redécore tout. Les salles de bain, ça voulait dire casser le carrelage, ça voulait dire retirer les baignoires, ça voulait dire retirer les miroirs, et ça voulait dire repeindre les murs et changer les portes. Il fallait qu'on fasse ça partout, et pourtant le manoir était même plus grand, beaucoup plus grand que nous, et beaucoup plus grand que le genre de manoir qu'on voit dans les films d'horreur. Ça, on a essayé de le faire toute la nuit, mais nous n'avons parvenu qu'à faire que 3 salles. Une salle de bal qui avait été très facile à faire, à la peindre et à changer la tapisserie, et une salle à manger qui avait été très facile à faire. Changer les meubles, les peindre, les vernir, les décorer en noir et les rapporter une fois qu'ils étaient secs, changer les rideaux, me remettre des nouveaux rideaux. Ensuite, apporter les toiles qu'on voulait garder, changer les cadres des toiles, les accrocher, et apporter la grande table qu'on avait peinte en blanc. Une fois que ça s'était fait, il fallait maintenant faire une trentaine d'autres pièces pour finir le manoir, voire même une quarantaine ou une cinquantaine peut-être. Ce jour-là, il fallait que j'appelle quelqu'un de très particulier. Enfin, de particulier pour Madison, mais pas de particulier pour moi. Cette personne n'est pas particulière pour moi parce que je la vois depuis que je suis petit. Je la vois depuis que je suis petit, je la vois depuis que mon père m'a abandonné. Donc cette personne, je la connais particulièrement bien. Mais Madison ne la connaît pas. Mais pour les dernières finitions, qui étaient bien sûr quelque chose que je ne savais pas faire, il fallait que j'appelle cette personne. Ma mère est arrivée au secours. Ma mère est arrivée en secours tout de suite. Elle a garé sa voiture et elle est arrivée. Comme si elle pensait qu'il y avait un problème, mais je lui avais décrit exactement de quoi il s'agissait. Mais j'ai vu qu'elle a garé sa voiture comme elle le faisait quand il y avait un problème ou alors que j'avais bu trop d'alcool à une fête et qu'il fallait me ramener. Souvent ce genre de moment où elle était très énervée. Elle a garé sa voiture, a fermé la porte et l'a claqué très fort à tel point que j'ai pu voir la voiture bouger. Elle est arrivée et a demandé quel était le problème. J'ai dit qu'il n'y avait aucun problème. C'est juste qu'il fallait écrire les menus et que nous n'étions pas forts pour ça. On allait continuer à péter des murs et on allait continuer à retirer le carrelage et à installer tout dans les dernières salles de bain qu'il y avait à fabriquer. En attendant, elles s'étaient toutes les deux installées à une table et elles écrivaient le repas. Il était vrai que ma mère était une grande et belle cuisinière, donc il fallait forcément que je fasse appel à elle. Parce que moi, pour me débrouiller en cuisine, mis à part réchauffer les plats que ma mère a déjà mis au four, a déjà réchauffé une fois, je ne sais pas faire grand-chose. Alors il était vrai qu'il fallait que j'appelle ma mère. Je l'ai appelée, elle est arrivée avec sa voiture. Elle est arrivée avec sa voiture, un SUV noir qu'elle a garé sur le côté. Et ensuite, elles se sont installées toutes les deux. Je les ai regardées. Moi, je suis parti avec ma massue en main. J'avoue que ça me faisait rire de voir une amie qui avait perdu son hôtel, à laquelle je venais de lui rendre un nouvel hôtel. J'étais avec ma massue et je partais justement dans son hôtel pour venir tout détruire. Mais tout détruire et ensuite tout reconstruire. Mais c'était une sorte de grand c'était une sorte de grande ironie de la vie. C'était une sorte de grande ironie de la vie. De faire en sorte qu'elle ait perdu son hôtel, que je lui rende un hôtel, et que je sois parti à l'intérieur de son bâtiment. À l'intérieur de son bâtiment qui lui appartient maintenant, pour détruire mais reconstruire. C'était ironique de la part de la vie de faire ça. Alors je suis parti et on s'est mis à trois. On s'est mis à trois à péter les murs. Ensuite, on s'est mis à trois à aller chercher des dalles. Des dalles noires qu'on a posées contre les murs. À chaque fois, il fallait les poser contre les murs, il fallait les maintenir bien droites, il fallait mesurer au centimètre près et au millimètre près, et les poser. Pour retirer la baignoire, ça c'était autre chose. Je pense que c'est la chose la plus compliquée, donc bien sûr la chose qui m'a le plus amusé. Les baignoires qu'on a réinstallées, il nous a fallu de l'aide, bien sûr, de l'aide de personnes qui étaient qualifiées pour faire ce genre de choses. Mais retirer les baignoires, c'était le plus amusant. C'était le plus amusant parce que les balancer par la fenêtre du deuxième étage, du troisième étage, c'était très amusant. Les baignoires, par contre, qui étaient juste au rez-de-chaussée, c'était moins amusant. Il suffisait de les traîner par terre, ça faisait un bruit horrible. Mais c'était très amusant de les lancer par la fenêtre et d'entendre les baignoires faire ce bruit énorme et résonnant comme sous un tunnel.
Alors on s'amusait et on détruisait. Ensuite, on reconstruisait. Et lorsqu'une chambre était finie, on venait chercher Madison. Madison montait avec nous et on lui montrait la chambre. D'abord, on cachait la porte et ensuite, on lui montrait. On cachait la porte et évidemment, d'abord, elle découvrait la porte qu'on avait installée. Ensuite, elle découvrait ce qu'il y avait derrière. Elle découvrait la chambre ou alors elle découvrait la salle de bain qu'on avait fabriquée. C'était bon. C'était bon, la première salle de bain, elle l'avait validée. La deuxième chambre, elle l'avait validée. Les rideaux avaient été choisis par elle. Les, les rideaux avaient été choisis par elle, les baignoires avaient été choisis par elle, les miroirs aussi. Et nous, on se tuait à la tâche pendant que elle était occupée à tout finir. Mais je finissais ça simplement pour une amie. Évidemment que je fabriquais un hôtel à la main et à main nue avec avec trois autres paires de mains et trois autres paires de jambes. Il est vrai que je faisais ça pour une amie qui venait de perdre de manière complètement malhonnête son hôtel. Alors je faisais ça pour elle. Et une fois que c'était terminé, je lui ai rendu les clés. J'ai fermé les portes derrière elle. Elle m'a fait signe de la fenêtre. On avait passé une excellente journée. J'avais passé une journée à travailler. J'avais passé une journée à bosser. Mais les moments les plus drôles, c'était quand on avait... Les moments les plus drôles, c'était quand du troisième étage, du quatrième étage ou alors d'une tourelle, on pouvait lancer les choses par la fenêtre et on les entendait ensuite s'écraser par terre. La seule peur que j'avais, c'était qu'il y ait mon chien en dessous. Ou alors qu'il y ait même quelqu'un en dessous. Ou alors que je me dise que je la lance trop loin et que je ne finisse par la lancer sur ma voiture ou la voiture de Taylor. Souvent, c'était la peur que j'avais, la peur panique que j'avais, mais je savais que ça n'arriverait pas. Pas de sitôt. Parce que je savais calculer la distance à laquelle je lançais les choses. Et puis je n'étais pas non plus Hulk, je n'étais pas non plus si fort que ça. Pour moi, ça me faisait bizarre parce que de l'extérieur, je voyais la maison que ma mère avait eue. De l'extérieur, je voyais la maison que ma mère avait eue de sa mère qui était morte. Je voyais cette maison qu'elle avait eue, qu'elle avait reçue de sa mère. Depuis le décès de sa mère, je voyais cette maison de l'extérieur. Mais une fois qu'elle nous a ouvert la porte, quand on a frappé et qu'elle pensait que ce n'était qu'un client comme les autres, à l'intérieur, je voyais un hôtel. Un hôtel splendide, sublime, mélangeant art contemporain et mélangeant art du 19e, mélangeant art du 19e, art contemporain, mélangeant toutes sortes d'arts. J'ai regardé alors cet hôtel, mélangeant des styles différents, des designs différents, et j'ai regardé l'hôtel. Elle marchait du feu de Dieu. Certaines amies se sont portées garantes pour pouvoir jouer les serveuses, ou alors pour pouvoir jouer, simplement pour pouvoir jouer les serveuses, les barmen. Elles se sont alors portées garantes. Certaines des amies de Madison étaient là. Elle nous les a présentées. Une amie qui était en train de jouer les barmaids, qui était en train de prendre les commandes. Certaines personnes étaient en train de manger et je pouvais voir les repas, évidemment. Je sentais certains repas. Je pouvais sentir et reconnaître certains repas que ma mère avait fabriqués, que ma mère avait inventés et avait mis sur la carte. J'entendais aussi des personnes parler. J'entendais des personnes parler et choisir leurs commandes, alors que je voyais certaines amies de Madison qui étaient en train de les regarder et de prendre les commandes. J'entendais des noms de plats que ma mère avait fabriqués. J'avais l'impression d'être dans un endroit, une autre dimension. J'avais l'impression d'être dans une autre dimension où le château de ma mère, qui anciennement, ce manoir appartenait à ma mère, s'était transformé en un hôtel de luxe qui n'avait pas encore 3 étoiles, 4 étoiles, 2 étoiles ou 1 étoile. Il n'avait pas encore d'étoiles, mais c'était déjà un hôtel de luxe. Pour moi, c'était un hôtel de luxe car c'était l'hôtel de mon amie. Je lui avais rendu son affaire. Elle pouvait maintenant continuer à faire aller son affaire. Elle pouvait continuer à le faire. Et quand on est sorti de l'autre côté, elle nous a montré le parking qu'elle avait fait couler, en même temps des murs de béton qu'elle avait fait couler tout le long, pour pouvoir accrocher les cadres. Elle avait accroché des cadres noirs avec à l'intérieur des tissus brodés par de grands couturiers, ou alors des couturiers simples qui font des couturiers simples ou alors des petits couturiers qui viennent du Japon et de la Chine et qui font des sortes de petites œuvres d'art sur des morceaux de tissu, des tapis, des morceaux de tapisserie qu'elle avait mis sous cadre et qu'elle avait déposés contre les murs. On est resté là peut-être une journée, mais je ne reconnaissais plus le château, je ne reconnaissais plus le manoir de ma mère, je ne reconnaissais plus ce manoir.
De l'autre côté aussi, il y avait tout ce parking qui englobait l'intérieur et l'extérieur du château. Il y avait une deuxième partie qui était un parking intérieur et qui avait gardé la forme initiale du manoir. On est resté là la journée. Elle nous a montré les couloirs, les chambres, les diverses chambres qui étaient différentes, toutes différentes. Cela m'était vraiment surréaliste de voir à quel point les chambres étaient toutes différentes. Quand j'ai vu à quel point les chambres étaient toutes différentes, ça m'était vraiment surréaliste. Ce soir-là, alors qu'on allait repartir et prendre la voiture de Taylor, on s'est arrêté à une dernière chambre. Elle a poussé la porte et nous a montré une chambre. C'était une suite royale. Et elle nous a alors lancé les clés quand je m'étais assis. Quand je m'étais assis juste sur un fauteuil près de la fenêtre, elle m'a lancé les clés. Elle m'a lancé les clés là où il y avait une table qui était décorée par une grande tapisserie qui avait été faite par un couturier qui n'était pas très connu. Mais je dois avouer que le dessin qu'il avait fabriqué dessus, avec des yeux, avec des couleurs, avec des collines qu'il avait tissées, avec des lions, des dragons, qui s'entremélangeaient autour des sommets des collines, avec un œil et une sorte de visage à moitié construit. Je dois avouer que ça ressemblait à une pièce de puzzle défaite. Elle m'a montré ça et elle m'a dit que ça avait été cousu par un couturier pas très connu. Cette pièce lui avait été vendue des milliers de dollars. Mais bon, ce couturier lui avait quand même offert cette pièce pour son hôtel. Elle l'avait acheté quelques centaines de dollars en moins et nous racontait ça. Ensuite, moi, quand je m'étais assis, juste le temps de prendre une pause, elle m'a lancé les clés et elle m'a dit: Tiens, je te laisse habiter ici, je vous laisse habiter ici ce soir. Je l'ai regardé, je me suis levé tout de suite et je lui ai dit: Mais enfin, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas nous laisser habiter ici ce soir. Elle a haussé les épaules et a dit: c'est mon hôtel et vous m'avez bien aidé. Vous m'avez aidé à relancer mon affaire quand on était en train de la détruire et quand on l'avait détruite pour de bon. Tu as eu tu as eu la meilleure idée que tu puisses avoir pour sauver mon affaire. Ensuite, je l'ai regardé. C'est vrai. Je n'avais pas envie de me vanter, j'ai haussé les épaules, j'ai dit: c'est vrai que j'ai eu cette idée. Merci de nous laisser. Merci de nous laisser rester ici. J'ai tout de suite appelé ma mère, je suis sorti et je lui ai dit que je restais ici à cet hôtel où elle était venue. Et elle m'a dit que ok, je pouvais rester là une nuit, mais par contre, j'étais obligé de rentrer à midi. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et je l'ai dit à Taylor, je l'ai dit à Art. On est resté là autour de cette tapisserie qui était sous une vitre, sous une plaque en verre, sur une plaque en verre qui était posée sur une sorte de tronc d'arbre qui ressemblait très fort à une souche d'arbre qui avait été séchée et peinte en noir. Cette table, cette table qui était près de la fenêtre et près du fauteuil sur lequel j'étais assis. Je regardais les clés et je regardais le numéro. 63, évidemment, comme c'est étonnant. Là, quand j'ai vu le numéro 63, c'était exactement... Elle nous avait donné en fait exactement le même numéro que la chambre qu'on avait réservée dans son lodge qui avait été détruit. Je ne sais pas pourquoi elle avait fait ça, peut-être pour rigoler, histoire de faire du sarcasme ou de l'humour noir. Je ne sais pas trop, mais moi, ça m'avait fait rire, ça m'avait fait sourire. Ça m'avait fait sourire en coin et je l'ai regardé partir et fermer la porte. Une porte qui avait l'air d'être très lourde. Soit barricadée, soit très lourde, une grande porte en bois. La nuit, quand le soleil commençait à tomber, c'était plutôt stupéfiant. Il se reflétait dans un lac qu'il y avait juste en face, et juste derrière, il y avait la forêt. Alors ça faisait comme des petites lumières qui étaient cassées en plein de millions de morceaux, et qui se dispersaient dans les arbres, qui se dispersaient dans les branches. J'étais à la fenêtre et on était en train de boire un verre. À un moment, elle s'est incrustée, a frappé à la porte, a ouvert la porte et l'a de nouveau poussée, comme si elle était très très lourde. Elle s'est installée et m'a demandé comment est-ce qu'on se sentait ici. Je lui ai dit qu'on se sentait très bien, voire même mieux que dans ma chambre. Certainement mieux que dans ma chambre est toute petite. Alors là, on a commencé à regarder dehors. Le soleil commençait à se coucher. On s'est finalement retrouvé dans le noir complet. Quand on s'est retrouvé dans le noir complet, elle n'a dit pas tout à fait. Elle nous a invités à sortir dehors et on s'est mis au bord du lac. On s'est assis sur la terrasse. Au bord du lac, avec un bouton qu'elle avait en main, une sorte de manette un peu comme pour les manettes téléguidées qu'on a pour les voitures téléguidées. Elle l'a prise et dessus il y avait un bouton on et un bouton off. Elle a alors allumé toutes des lampes qui étaient sous l'eau.
Elle a allumé toutes des lampes qui étaient sous l'eau et c'était une sorte de petite télécommande avec juste deux boutons. Cette petite télécommande avec juste deux boutons, on et off, pour fermer les lampes et les allumer. Des lampes qui étaient juste sous l'eau. On a fait le tour du lac et elle nous a montré les lampes qui étaient placées, où est-ce qu'elles étaient placées, à quels endroits elles étaient placées. Certaines n'éclairaient pas assez parce qu'elles étaient cachées par Certaines n'éclairaient pas assez parce qu'elles étaient cachées par des racines d'un arbre qu'elle-même avait planté et avait fait exprès de faire en sorte que les racines passent dans l'eau, parce qu'à la lumière du jour, on pouvait voir que ça formait des formes de courbes et des formes de spirales et de volutes juste à la surface de l'eau. Le matin, elle nous a invités à faire le tour encore une fois, et elle nous a montré les spirales et les volutes de ces arbres qui ont des racines très particulières en forme de courbe, des arbres noirs. Et elle avait planté tout au fond de, tout au fond du lac, elle avait planté juste un arbre d'ébène. Évidemment, il n'était pas noir à l'extérieur, mais si on en retirait l'écorce, et elle nous a montré, si on en retirait l'écorce, et a retiré l'écorce, elle nous a montré que le cœur était effectivement noir. Il était effectivement noir et dur, aussi dur que du béton. C'était bel et bien un bois d'ébène C'était bel et bien un arbre d'ébène qui lui avait été apporté, importé d'Afrique. Il lui avait été importé d'Afrique, il avait été amené simplement sous la forme d'un arbre qui avait encore ses racines à l'extérieur et qui était sanglé à un camion. Ils l'ont sorti et ensuite, au départ, nous a expliqué sur une terrasse sur le toit qu'il n'y avait qu'un trou et qu'il a pris sa forme initiale, qu'il a grandi avec le temps. Lorsque son affaire était en train de grandir, elle aussi, il a grandi en même temps que son affaire qui avait repris. Et il passait maintenant au-dessus de presque tout le lac. Il passait au-dessus de presque tout le coin de lac, et il se mélangeait aux autres racines des autres arbres qui étaient de vulgaires arbres gris, mais qui allaient très bien avec la couleur de l'intérieur de l'hôtel. Elle m'avait envoyé un message en me disant qu'elle arrivait dans pas longtemps, qu'elle était là dans pas longtemps. Alors j'ai entendu frapper à la porte finalement. Même avant de sonner, j'ai entendu frapper à la porte. C'est vrai que je me souviens que je lui avais donné le code de ma porte. Je lui avais donné le code de la porte d'entrée en bas, alors j'ai entendu frapper à la porte. J'ai tout de suite mis un t-shirt parce que je n'étais encore qu'en jeans. Je venais de sortir de ma douche et j'étais encore en jeans, le torse qui était encore complètement mouillé, les épaules aussi. Je suis alors arrivé en me séchant les cheveux, en m'ébouriffant les cheveux avec un essuie que j'ai posé sur une chaise à côté. J'ai tout de suite mis un t-shirt que j'avais laissé sur le côté au cas où. Au cas où, je l'avais laissé sur le côté, sur une chaise du bar. J'avoue que c'est vrai que répartir mes affaires comme ça partout, un peu partout dans l'appartement, ma mère n'était pas trop d'accord. Mais je l'avais fait. Alors je l'ai mis et là je suis arrivé, j'ai ouvert la porte. Elle était avec une conquête amoureuse, un homme aux cheveux noirs, noir pur, vraiment noir, un noir naturel. Je l'ai regardé, je l'ai regardé, et elle m'a regardé de haut en bas, comme si je devais regarder son petit copain. Elle m'a regardé de haut en bas, comme pour me dire bonjour et pour me dire que tout allait bien. Elle m'a regardé de haut en bas. Alors j'en ai fait de même, et c'est vrai que sa technique a fonctionné. Ensuite, je me suis tourné, une fois qu'elle avait fini de me regarder de haut en bas, je me suis tourné vers son copain. Je l'ai accueilli, et je l'ai accueilli elle. Je les ai accueillis à rentrer, et ensuite je me suis installé au bar comme pour leur dire de venir. Évidemment, ça avait fonctionné. Une fois que je m'étais appuyé contre le bar et que j'avais sorti des verres, 5, une fois que j'avais sorti 5 verres, que je les ai posés, je les ai regardés et je leur ai demandé ce qu'ils buvaient. J'ai vu que son copain restait très silencieux et regardait la pièce. Son copain restait très silencieux et regardait la pièce, il regardait le salon, il regardait les trois télés et le grand écran plat et les deux télés qui étaient sur un bras rétractable. Je lui ai expliqué, ah, ça. Alors une télé pour mettre de l'ambiance, une télé pour mettre un feu, une télé pour mettre un faux feu et une télé pour mettre Spotify. Il m'a regardé, m'a demandé pourquoi et je lui ai expliqué que
que c'était simplement comme ça, par pur, que c'était du style, que c'était simplement par style. C'était surtout aussi peut-être par cupidité. C'était peut-être par cupidité, que ma mère avait beaucoup trop d'argent avec ce qu'elle vendait des meubles, et que je lui ai montré l'un des meubles qu'elle avait fait, qui était juste à côté d'un aigle suspendu au plafond. Un aigle suspendu au plafond qu'elle avait fait, un aigle qu'elle avait fabriqué elle-même dans son atelier. Elle l'avait fabriqué en dorure métallisée qu'elle avait coupée, des dorures métallisées qu'elle avait coupées avec, avec certainement avec un couteau certainement aussi aiguisé qu'un rasoir, beaucoup plus aiguisé qu'un rasoir. Peut-être un couteau aussi aiguisé que du diamant. Et elle a coupé des lames, elle a coupé des lamelles de dorure. Elle les a mis les unes sur les autres pour faire les ailes et elle les a suspendues et a fait cet aigle. Je lui ai montré. Il était vrai qu'il ressemblait à un aigle énormément. Il ressemblait énormément à un aigle, il était en dorure, accroché au plafond et ses ailes étaient contre le plafond et juste devant lui, il y avait un lustre. Un lustre, rien de plus banal, un lustre qui était fait en corne de cerf. Dessus, ce n'était évidemment pas des bougies, mais des fausses bougies, des bougies électriques. Il ne fonctionnait plus car les bougies électriques étaient pétées, il ne fonctionnait plus. Évidemment, je n'allais pas monter jusqu'en haut pour le changer parce qu'il était beaucoup trop haut. Mais au deuxième étage, c'est vrai au deuxième étage de ce duplex, je pouvais monter et le rapprocher, ou alors simplement le descendre avec la poulie sur le côté, car il était suspendu à un vieux système de poulie un peu vintage que j'avais gardé sur le côté. Je pouvais faire ça, mais je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais trouvé le temps. Et monter là-haut, je n'aimais pas trop le faire. C'était le bureau de mon père, et mon père m'a abandonné quand j'étais petit. Ça, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai essayé de le raconter avec le moins de détails possible, pour ne pas qu'il commence à se mêler de ma vie, pour ne pas qu'il commence à se mêler de ma vie sentimentale et ce qui m'est arrivé par le passé. Je ne voulais pas tout ramener à moi, alors que mon ami, peut-être grâce à moi, alors que mon ami, peut-être grâce à moi, venait de relancer son affaire, mais je ne voulais pas tout ramener à moi. Je voulais juste qu'on passe un bon moment avec sa conquête amoureuse. Alors j'ai appelé Taylor et j'ai appelé Art. Ils sont venus avec leur voiture et je leur ai ouverte. Je leur ai ouvert. J'ai ouvert leur, j'ai ouvert alors la porte quand ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, j'ai ouvert la porte. Ils sont arrivés, on a bu un verre ensemble. La soirée est passée assez vite, ensuite je lui ai ouverte et elle est repartie. Elle m'a dit merci pour l'hôtel dans un simple message qui passait assez vite, je l'ai lu et je me suis assis. Art et Taylor m'ont demandé, en se rapprochant de moi sur le fauteuil, ce que ça faisait d'avoir aidé une amie. Je me suis levé et je me suis mis derrière le bar. J'ai ouvert le frigo et j'ai dit « Ah, pas grand-chose ». Ils m'ont tous les deux regardé comme s'ils ne croyaient pas du tout, mais c'est vrai que ça faisait quelque chose d'assez étrange. Ensuite, on a passé la soirée là, et je pense qu'ensuite nous sommes retournés. Je pense que après ça, quand on a passé la soirée là dans le fauteuil, qu'on a regardé un film sur Netflix, et qu'on a écouté la musique rien qu'en restant à trois, que que ma mère s'est jointe à nous vers minuit, 1 heure du matin. Ensuite, je crois que le matin, on s'est préparés tous les trois comme on le fait toujours, et qu'on est allé au lycée pour se préparer à nos cours et à la journée qui allait arriver.